J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais oui, non, puis je me demandais, le jingle, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale ou un truc comme ça. C'est quoi ça? C'est génial, t'es la première personne à me poser la question et j'attendais la première personne qui pose la question, donc on va commencer l'épisode là-dessus. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Tu connais Jacques Chirac? Oui, évidemment. Ok, et Jacques Chirac, en 1980, il a été élu en 1995 pour la première fois. Ouais. Et en 1997, parce qu'en fait, tu sais, les présidents étaient élus pour 7 ans, ouais. Et l'Assemblée était élue pour 5. L'Assemblée nationale. Ah ouais, ok, ouais. Donc en fait, à chaque fois, tu avais une élection juste après les élections présidentielles, t'as l'élection de l'Assemblée nationale, mais du coup, ça faisait 5 ans de l'Assemblée nationale, et au bout de 5 ans, il y avait un nouveau vote pour l'Assemblée nationale pour les 2 ans restantes pour le président. Ouais, donc il y avait toujours un décalage. Et au bout de 5 ans, ton bilan est rarement bon, du coup, t'es rarement réélu. Il y avait sous Mitterrand, il y a eu 2 fois le cas de 5 ans, il avait la majorité, et après 2 ans de cohabitation, 5 ans de majorité, 2 ans de cohabitation. Et Jacques Chirac, en 97... ça faisait 2 ans qu'il était élu, il s'est dit ok, je vais surfer, si je suis encore dans ma victoire, etc. Je vais surfer dessus. Et il dit face caméra à la télé, qui est pour moi la phrase la plus drôle de la 5ème République, il dit j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, et il croit faire un geste de génie. Sauf que 2 mois plus tard, en fait, c'est élection vague rose dans tout le pays, élection socialiste, et en fait, il a eu 5 ans de cohabitation. Et si tu veux, je trouve que cette phrase, elle résume bien un temps où le plus gros problème de la politique, c'était ça, quoi. Ouais. Tu vois, c'était juste des petits jeux de j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale et c'est la plus grosse connerie de tous les temps. Et bon, bref, du coup, ça commence comme ça. Voilà. Mais ouais, non, tu vois, moi, Jacques Chirac, la première fois que je l'ai connu, ou en tout cas que j'ai eu conscience de son existence, c'est quand j'ai visité ma tante dans le Jura, un petit village qui s'appelle Chamblay. Puis dans la salle paroissiale, ou je sais pas comment on appelle ça, disons, il y avait un portrait du président qui était Jacques Chirac. Puis premièrement, moi, ça m'a beaucoup étonné parce qu'au Québec, on n'a pas cette espèce de côté iconique de la classe politique. Il y a pas du tout ça. Mais au Canada au complet, peut-être dans les milieux très, très, très conservateurs, mais même à ça. Fait que déjà, ça m'étonnait beaucoup. Puis il y a un petit gars, à peu près de mon âge, je devais avoir 8 ans, je pense, qui commence à imiter, mais très mal, Jacques Chirac. Puis t'as son père, un gendarme, qui fait « Oh là! Hey, tu te tais! Tu respectes le président! » Puis ça m'avait vraiment... ça m'avait vraiment étonné. J'étais comme, ou bien ce gars-là, qui est sur la photo, c'est un dieu sur Terre qu'il faut absolument pas... Ouais, c'est un peu ça. Mais ou bien le père, c'est un... C'était quoi? C'était l'UMP? C'était le RPR à l'époque. Ouais, c'était un RPR fini, puis c'est son homme, puis ça y est. Mais ça m'avait beaucoup étonné, ce rapport-là, tu vois. Parce que... En fait, on a une 5ème République aujourd'hui qui fait que c'est De Gaulle qui l'a mis en place dans les années 50, et il a fait en sorte que le pouvoir exécutif soit beaucoup plus fort que le pouvoir législatif. Un peu calqué sur la politique américaine, finalement. Et encore un peu plus décuplé, entre guillemets, parce qu'on a tellement une histoire de grands empereurs, de grands rois, de grands symboles, qu'en fait, comme symboliquement, on est aussi le premier pays à avoir coupé la tête du roi. En fait, je crois que De Gaulle a créé cette 5ème République pour qu'il y ait une figure symbolique forte à la tête de l'État. Et c'est pour ça que ça marche plus en ce moment, c'est parce qu'en fait, depuis De Gaulle, on a eu que des poupées russes de Gaulle. Même Mitterrand, tu dirais que c'est une poupée russe? C'était pas une poupée russe, mais c'était une bonne incarnation du pouvoir à l'époque, puisque... Enfin, j'étais pas né... mais il y avait un sens du spectacle, Mitterrand, il y avait un sens du spectacle qui marchait. Jacques Chirac encore. En fait, pour moi, Jacques Chirac, c'est le dernier président de la 5ème République. Et après, Sarko, Hollande, Macron, c'est de la politique plus petite, avec un petit, ce qu'appelait Jacques Chirac la politique avec un petit P. Ah ouais, c'est intéressant parce que moi je me souviens, j'étais avec des Français quand Sarkozy a été élu, puis ça a été c'était une commotion en fait. Il y avait quelque chose de commotion, c'est dans le sens négatif du coup. Ouais. Il y avait un truc là, je sais pas là, une perdition. Il y avait une perte de foi à l'avenir, mais surtout, en fait, j'ai retrouvé, puis ça va être, mais même pas dans une moindre mesure, je te dirais, j'ai revécu ça 2 fois après. D'abord, quand il y a un premier ministre que moi, personnellement, je détestais, qui était Stephen Harper, au Canada, puis qui est un conservateur, tu vois, style Bible Belt, ultra limite créationniste, tu vois. Ouais, non, c'est un genre de George Bush de série B, là, mais pétrole à fond, pas négationniste, mais genre, non, quand même pas, mais non, pas du tout, en fait, mais plutôt, comment dire, il est pas négationniste, mais il se méfiait beaucoup des lobbies, puis tout ça, puis dont le lobby juif. Ça faisait partie de sa com, ouais. Ouais, mais en même temps, comme il est très conservateur, tout ce qui était immigration, c'est un sujet chaud dont il parlait pas, anti-avortement, tu sais, tout. Fait que ça, puis au Québec, on est
assez et de loin, au Canada, en tout cas, la province la plus libérale et, on va dire, de gauche du Canada. OK. Peut-être avec la Colombie-Britannique, mais disons qu'on on se démarque d'abord du fait francophone et ensuite dans la politique. Vous êtes la Bretagne du Canada, quoi. Ben, à peu près, ouais. Oh, ouais. On est vraiment... on a des politiciens, un service social... vraiment, on est une genre de Scandinavie canadienne, un peu, peut-être. On essaie de l'être. Donc, quand c'est arrivé, là, on s'est fait « Oh merde, là, on va être prêt pendant 4 ou 5 ans avec un connard comme ça. » Puis il y a vraiment eu une dépression au Québec pendant les premiers mois. Il y avait même un décompte sur Internet qui existait, qui restait genre 1256 jours, 300. Puis l'autre moment où j'ai vécu un truc qui ressemblait à l'élection de Sarkozy auprès de mes amis français, c'est quand Donald Trump a été élu. C'est-à-dire que il y a une espèce d'abasourdissement qui est comme fuck. On a tellement travaillé fort pour que l'autre gagne. On sentait qu'on était à un point tournant, puis on l'a raté. Il y avait ça un peu. C'est marrant parce que je sais pas ce que t'en as pensé toi, mais moi en fait plus ça va, plus le temps passe, plus en fait je crois que Trump malheureusement, et je sais pas si ça va être populaire comme façon de penser, mais je pense que c'est un mal nécessaire. Mais ça c'est ce que dit Chris Rock puis Dave Chappelle par aussi. exemple. Ouais, ils m'ont un peu influencé sur cette façon de penser, mais ce côté de ça partait en couille, on pouvait plus faire semblant parce que tu vois moi c'est la phrase de Bill Burr avec Hillary Clinton et quand c'était encore le combat entre Clinton et Trump où il dit on a le choix entre le diable et un mec misogyne. Et tu sais, il a laissé le temps avec le diable parce que les gens ils pensaient qu'il parlait de Trump, mais non, le diable c'était Clinton aussi et du coup, tu vois, genre il y avait un côté, on sait pas trop mais tu vois moi ce que je trouve bizarre, ben pas bizarre en fait, là où je pense que les gens qui ont voté pour Trump parce que justement c'est un anti-système, ben ils se présentaient comme ça. On doit être déçus, c'est que finalement le système il existe toujours, puis non seulement il existe toujours, mais il le nourrit. Puis ce qu'il disait Drain the Swamp, c'est pas fait, vraiment pas. Les gens qui se font liquider, c'est quasiment rendu un gang show, c'est-à-dire à toutes les semaines, il y a une démission ou un renvoi. C'est Trevor Noah qui suit de très près, tu sais, il a l'affiche de tout le gouvernement et il met des croix petit à petit, il reste plus que 5 personnes du gouvernement original. Mais c'est ça, c'est fou, mais je veux dire, c'est son monde à lui, c'est pas le monde qui était là avant, donc il y a quelque chose où je fais comme, les gens qui ont voté pour lui parce qu'il est anti-système, ils doivent être très, très, très déçus, puis dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends quelqu'un qui a aucune connaissance clairement de la géopolitique mondiale, puis des enjeux géopolitiques, ou tu prends quelqu'un qui, au moins, comprend les relations internationales parce qu'elle a été secrétaire d'État quand même. Après, je pense que c'est pas leur façon. Et encore une fois, en plus, quand tu dis est-ce qu'ils sont déçus aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont pas la capacité d'analyse pour se rendre compte qu'il est vraiment pas anti-système. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que les gens qui ont voté pour lui, ils sont pas en mode ah mince, il m'a déçu parce qu'il était anti. Je pense qu'ils attendent son prochain tweet et qu'ils se régalent de ses tweets. Mais c'est dangereux parce que moi, je dis toujours à un moment donné, ça va avoir une. Là, au début, on attendait un peu, on était comme oh, voyons voir, ça va être divertissant. Là, à un moment donné, on a fait attends, mais c'est quand même grave, là. C'est pire que ce à quoi on s'attendait. Et là, c'est devenu un genre de oh non, mais là, jusqu'où il va aller? Puis là, moi, j'attends le moment où un tweet va déclencher quelque chose de majeur et de très, très grave. Parce que c'est ça qui va se passer. Tu crois? C'est sûr que c'est ça qui va se passer. J'exagère avec le tweet, mais c'est sûr que ça va être une sorte de déclaration un peu intempestive. C'est possible. Qui va donner comme ça, puis qui va vraiment brusquer ou casser une alliance. C'est assuré. Ce gars-là a absolument et visiblement aucune connaissance non, oui. de la politique. Ça, je vais en parler, ça c'est un peu drôle. Il est allé à la Maison-Blanche, Macron était à la Maison-Blanche il y a 2-3 jours, et il y a un Facebook Live sur le compte Facebook d'Emmanuel Macron où il visite avec Trump les locaux. Et Trump est hilarant parce qu'en fait il y a Macron qui arrive. Macron aussi d'ailleurs il est drôle à sa façon négativement, mais en fait il arrive, il se serre la main et là Macron dit c'est la première fois que je suis à la Maison Blanche et c'est la première fois que j'arrive dans le bureau ovale. Non, il dit c'est la première fois que je visite le bureau ovale. Et là il y a Trump qui fait c'est la première fois que tu visites le bureau. Oh, il appelle ça Mélania, c'est la première fois qu'il visite le bureau ovale. Genre tu sais il appelle sa femme Mélania. Genre c'est trop drôle. Et après Macron qui est là et en mode alors là ça devient trop drôle parce qu'en fait il fait ok et là tu vois Macron qui fait Trump qui fait une espèce de visite d'appartement en mode ça c'est mon bureau, ça c'est le canapé, ça c'est le deuxième canapé, c'est n'importe quoi. Et à un moment donné, et là c'est le plus drôle de tout, il y a 2 téléphones sur son bureau et c'est tout, et Macron s'approche des 2 téléphones, il fait pourquoi il y a 2 téléphones? Et là il y a Trump qui fait parce qu'il y en a un qui est très 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 sécurisé, l'autre qui est un peu moins sécurisé.
Et là, Macron qui dit, mais c'est lequel le très très sécurisé? Mais oui, mais là... Et là, il lui montre. Et là, t'as Trump qui fait, attends, mais je vais vous montrer. Et là, il se met derrière son bureau, il prend son téléphone sécurisé. Non, mais mec, c'est un sketch. C'est clairement un sketch. C'est un sketch du SNL, vraiment. Puis c'est filmé, je veux dire. C'est un truc de ça dingue. doit être un truc quand même. Tu sais, il doit pas avoir 2 téléphones pour rien. C'est ils un doivent truc être de dingue. identiques. Puis lui, il dit ça devant des caméras. Puis c'est comme l'affaire de Trevor Noah qui montrait où il y a eu le directeur de la CIA qui a rencontré Kim Jong-un. Ouais. Puis il demande à Donald Trump parce qu'il y a eu des discussions secrètes et tout. Puis tu vois Trump qui part avec le premier ministre du Japon, puis il dit rien. Puis à la dernière minute, il fait « Oui, il y en a eu », mais un gros sourire d'imbécile. Puis tu fais... Mais c'était le concept d'une... Puis c'est d'ailleurs ce que dit Trevor Noah. C'est le concept d'une réunion secrète, c'est que ça reste secret. C'est que tu t'en sors pas pour te faire de la pub avec un bonhomme du Japon, avec un premier ministre japonais qui clairement comprend rien de ce qui se passe. C'est un malade. Ah ouais, non, mais c'est... Tu sais, c'est quand même... Reste que les États-Unis, ça reste la puissance numéro 1 en ce moment. Ah bah oui, non, mais ça, c'est Ghislain et Paul de Chavannes qui ont un podcast, je sais pas si tu connais, c'est un peu la vie, qui est assez intéressant. Et ils parlaient de guerre récemment et ça m'a fait vraiment beaucoup rire parce que Ghislain, à un moment donné, il a dit on a beau faire les malins, on a beau dire ce qu'on veut, si ça part en couille, il faudra qu'on aille du côté des États-Unis. Hein, ben oui. Ouais, voilà. Tu veux pas être avec le côté des Coréens, mais Dave Chappelle a tellement une bonne blague. Il dit tous ceux qui pensent qu'une guerre avec la Corée, ça va se finir rapidement, ils ont jamais joué à Call of Duty parce que. Genre à 3h du matin, tu te fais défoncer par des Coréens. C'est vrai que c'est trop drôle. Ouais. Parce que là, on parle des États-Unis, du Canada et tout, parce que, et ça c'est un vrai truc, mon podcast s'internationalise. Ben oui. Ouais, t'es mon premier ressortissant étranger dans le podcast. Et... Tu vois, j'aurais pensé. Ben, si on compte Roman, disons, mais ouais. Non, Roman, il est français. Ouais, Roman, il est français. Enfin, je veux dire, t'es la première personne qui a pas une carte d'identité française qui vient dans le podcast. Ça, c'est vrai quand même. Ça, c'est vrai. Ouais. Ouais, ben tant mieux. Et pareil, pourtant, c'est la personne qui a le prénom et le nom le plus français que je connaisse, quoi. C'est assez vrai, hein. Puis tu vois, j'ai été au Fouquet's l'autre fois pour l'anniversaire de ma copine. Premièrement, c'est pas bon le Fouquet's. Ok. Je tiens à le dire. Ok. Je vais démonter le mythe. C'est pas bon. J'ai été très très déçu. Service impeccable. Attends, mais c'est toi qui tu lui as fait une surprise. Tu t'es dit, je vais amener ma copine au Fouquet's. Non, ouais, ben en fait, regarde comment ça s'est passé. C'est que ma copine est très. Je sais pas comment décrire, mais admettons que c'est un style. De design d'intérieur. Ma copine, c'est du design scandinave, là, tu vois, minimaliste. Ok. Très, très raffiné et tout. Donc, le Fouquet's, qui est comme style brasserie chicose, c'est vraiment pas... C'est son... très chic, c'est très chic. Mais c'est pas son trip. Puis elle aime quand même l'espèce de cuisine un peu très recherchée. Donc, je voulais l'amener au Saturne, mais je faisais un spectacle, d'ailleurs, à côté, au 33 Comédie, en fait, la soirée Dantec et JP et tout. Et on a fini trop tard, le restaurant était fermé, donc je dis, ben écoute, vu que c'est ta fête, je vais pas t'amener au kebab à côté, je veux faire ça en grand, là, quand même. Et alors? Mais manquerait plus que ça. Ben là, je l'amène au Fouquet's. Premièrement, ce qui est très drôle au Fouquet's, c'est que moi, j'ai déjà appelé au Fouquet's au téléphone, avec mon accent, et étrangement, il y avait pas de place le soir. Ah ouais? Je te jure. Non, l'accent québécois, je le vis, ça. C'est bizarre, ça, quand même. Je te jure, je le vis. Quand je vais à des endroits un peu chics, ok. Pas 99% des endroits à Paris, aucun problème, mais dans les endroits un peu chics, je me fais vraiment regarder de haut avec mon accent. C'est bizarre, ça. Ouais, dès que je parle, c'est comme, oh là, c'est qui ça? D'ailleurs, pour une petite parenthèse avant le Fouquet's, là, quand tu me parles en ce moment, est-ce que tu fais attention ou est-ce que là, tu parles normalement, là? Plutôt normalement. Ok. Non, mais je veux savoir si t'avais des fils, parce qu'il y a peut-être des mots que je pourrais ne pas comprendre ou je sais pas quoi. Non, mais c'est ça, mais quand je le fais, je fais attention quand même quand je suis ici. Voilà, tu fais un peu attention quand même, ok. Mais globalement, si tu me voyais à Montréal, je sonne pareil. Ok. Puis, puis là, je vais au Fouquet's. Et finalement, en fait, je fais juste une réservation par Internet avec mon nom. Je reçois un appel. Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. Ben ouais, là, ils se disent, ok, là, il y a un député qui arrive. Non, en plus, j'ai rajouté un 2 pour être sûr, vu que la première fois, je m'étais fait barrer. De la rue Saint-Jacques? Ouais, j'ai dit de la rue Saint-Jacques. Là. Philippe Audrey de la rue Saint-Jacques. Ben alors ouais, là, ça devient dingue, là. Ben oui, là, je me suis dit, assurément, il va penser que je suis un descendant du comte de Paris ou quelque chose. Puis j'arrive, puis premièrement, c'est drôle parce que quand tu entres, on dirait que tout le monde est là pour voir des stars. Fait que dès que tu entres dans le restaurant, toutes les têtes se revirent vers toi pour faire « Oh, non, finalement, c'est pas Gérard Depardieu. » Puis ils retournent à leurs assiettes. Puis, je sais pas, on a commandé des trucs vraiment de base, là, du gravlax, du tartare, tu sais. Mais là, moi... C'est quoi le gravlax?
C'est un genre de saumon fumé, mais en fait, qui est comme... Qui est cuit dans le sel, en fait. Ok. Je l'explique grossièrement, mais c'est un truc comme ça, puis... c'était pas bon, là. Elle est pas là. Ok. Elle est pas Et là. du coup, comment t'as fait avec ta copine pour te rattraper? Je l'ai invité au Saturne 3 jours plus tard. Ah, putain, donc t'as fait Phuket Saturne. Ouais, et là, Saturne, en fait, moi, ce que je savais pas, c'est que c'est un ami chef à Montréal qui m'a dit « Ah, voilà, je connais la fille, elle est bonne. Puis j'aime beaucoup le vin bio. Voilà, il y a une super carte de vin bio. Pas de problème. » Et là, moi, je vais là. Puis la madame me demande au téléphone, pas de discrimination comme au Phuket, au moins. C'était bien parti. Elle me dit, voulez-vous la formule dégustation avec vin? Fait que je suis, oui, mais moi je dis oui en pensant que, c'est pas, entrée, repas, dessert. La facture a été assez salée. Mais ça, c'est une histoire aussi qui me fait penser à un truc. Une fois, j'invite une fille au restaurant à Montréal, par exemple, puis je l'invite à un restaurant quand même bon, assez bon. Puis pour être gentil, je lui dis genre, écoute, choisis le vin pour être gentil. Puis moi, je m'occupe du repas. Puis bon, comme c'est dispendieux, puis c'est pendant le Grand Prix, puis les prix gonflent à Montréal pendant le Grand Prix, puis la fille, pour le vrai... Grand Prix de quoi? De Formule 1. Ah, ok. Puis la fille, pour vrai, était au moins 8 ligues au-dessus de ma propre ligue. Ok. Comment t'as vu cette date? Je sais pas. Okay. Franchement, j'ai aucune idée. Elle t'a vu sur scène, peut-être? Peut-être, mais je sais pas comment j'ai eu cette date. 8 ligues au-dessus, il a fallu qu'elle voie sur scène et que tu sois très drôle, je pense. J'étais au-dessus de mes moyens, mais totalement. Ok. Puis en fait, je pense que les gens ils se sont expliqué ça parce que ça fait quand même 4-5 ans. Les gens qui me voyaient, ils se sont expliqué ça en disant comme, OK, ce gars-là, il a un start-up puis il est millionnaire. Parce que c'est impossible qu'il soit ici avec cette fille-là. Puis, fait que je lui dis, choisis le vin. Et là, je commande la bouffe. Mais quand même, je commande la bouffe très calculée, hein. Tu sais, j'ai un budget. Ouais, normal. Puis là, le serveur est ultra condescendant avec moi. Genre, il sait que j'ai pas les moyens d'être ici. Il sait que j'ai pas les moyens d'être avec cette fille-là. Il sait que je suis en train de bluffer, là. Puis il me fait de l'attitude. Puis moi, je joue la carte, genre, apporte-moi du pain, remplis mon verre d'eau. Tu sais, le truc, je te rappelle, t'es un serveur. Puis j'avais tout travaillé une motion du moment où, en fait, quand il allait m'apporter l'addition, ouvrir l'espèce de petit carnet, mettre ma carte, même pas regarder, gentil, regarde, je suis au-dessus de tout ça. Puis le moment arrive, elle boit le vin, tout ça, très bon vin. Je reçois la carte, le calepin pour l'addition, et là, je l'ouvre, je fais ma motion, mais il y a comme un genre de double take classique d'humour qui est comme, attends quoi, wow. Tu t'as quand même aperçu le prix, quoi. Là, je vois le prix, je fais, attends. Puis là, je dis au serveur, attends 2 secondes. La fille est à côté. Puis là, je fais, attends 2 secondes. Là, je regarde, ça va, ok, ouais, j'avais calculé ça. Et le vin? C'est le vin qui avait coûté 2 fois le prix du repas. Ah, putain. Puis là, je fais comme, je donne la carte. Puis la fille, il restait peut-être un tiers de la bouteille. Ok. Fait qu'elle est comme, on s'en va dessus, tu sais, j'ai plus le goût. Je fais, non, on va la finir, cette bouteille. S'il faut, avec genre du papier ou une éponge, on va éponger, on va boire chaque goutte, on va brûler l'éponge pour humecter les vapeurs d'alcool. Je laisse pas une goutte. Ouais, ça surprend, ça. Hein. Ouais, puis mais non, mais le pire, c'est que j'ai été ultra comme choqué. Ouais. J'étais comme, ça se fait pas. Moi, tu me dis, choisis le vin. Et ça s'est fini comment avec cette fille? Ça s'est fini pas longtemps après, en fait, parce que... J'avais plus de thunes. C'est un peu ça. Parce que j'étais ruiné. Ce que j'ai su, c'est que le gars avec qui elle sortait avant moi, c'était une méga star au Québec. Donc, il avait un budget de méga star. OK. Fait qu'elle est habituée au standard de méga star. Puis quand elle est habituée, par exemple, écoute, on part une fin de semaine, on va à Hawaii ou à Los Angeles. Ouais, c'était pour normal la fin de semaine. Ouais, puis moi que j'arrive, on s'en va. Là, ça veut rien dire pour les auditeurs, mais on s'en va à Joliette, qui est comme à une demi-heure de Montréal, qui est un peu. Oui, c'est comme si on disait là, on va à Orléans, quoi. Ouais, on va à Compiègne ou Orléans. Moins sexy. envoûtant. Ouais, moins sexy. Ouais. Mais bon, si tu trouveras la femme qui acceptera le fait d'aller à 30 minutes de Montréal. Ah, mais non, je pense que j'ai trouvé. Ah, c'est puis bon, elle a accepté d'aller au Phuket, puis
d'aller au Saturne, tu vois. Bon, voilà. Ok. Mais tu gardes des standards hauts quand même. Ouais, oui. Non, mais c'était. En plus, c'est ça, c'est que je savais pas, c'était mon premier restaurant 1 étoile Michelin. Ok. Donc, ça vaut la peine quand même. Non, c'est important. C'est Ouais. cool. T'es à Paris depuis combien de temps là? Le 9 avril, j'ai débarqué le 9 avril. T'étais déjà venu avant? Oui. T'es déjà venu souvent en fait en France, non? En France, oui, parce que j'ai de la famille. T'as de la famille Puis, ici? Ouais, mon père est français, donc. Ah, d'accord. J'ai de la famille. Ben, j'ai plus de famille à Paris. Ma famille maintenant est beaucoup dans le coin de Marseille, Nantes et dans le Jura, donc. Ok. Un peu dispersé. Puis donc, je suis venu, j'ai passé mes étés en France. Ok. Jamais été au parc Astérix, jamais été à Moi, Euro Disney. J'ai déjà fait Euro Disney, je suis jamais allé au parc Astérix non plus. La seule chose que j'ai fait, c'est le parc Walibi ou un truc comme ça. Ok, étonnant. Mais ça dit l'enfance de merde que j'ai eue. Parce que on allait dans les cathédrales, on allait dans les musées, tout ça. Et puis, faire de l'humour à Paris, c'est ma 3e année. C'est mon 3e passage. Troisième passage à Paris en Ouais. faisant de l'humour, parce que ça c'est un truc dont on va parler, tu vois, c'est marrant, là on ouvre la discussion, là les gens qui écoutent à mon avis, ils doivent penser qu'on se connaît bien, Non, mais parce qu'on parle directement, mais non, mais il y a une accointance directe entre les personnes qui font le stand-up, j'ai l'impression, il y avait ce côté-là, t'es venu au One More jeudi, et j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se passe immédiatement, et du coup, toi, le stand-up, c'est un truc qui t'est tombé dessus, ouais, entre guillemets par hasard, tu parles du plus bel accident de ta vie, ouais. c'est assez fou ça quand même, comment ça s'est passé, du coup, pourquoi c'est un accident? Parce que, premièrement, le stand-up, ça n'a jamais fait partie de ma vie. Même, je dirais, l'humour a jamais fait partie de ma vie. Mes parents, c'est des universitaires, des intellectuels, tu vois. Donc, Ok. on était plus, disons, les films de Chabrol et compagnie que les bronzés à la maison. Ok. Et puis donc, le stand-up, c'était un truc... Au Québec, on a quand même une grosse culture de l'humour. Bah oui. Donc, le stand-up est quand même accessible depuis longtemps à la télé. Mais... c'était pas moi je captais le stand-up parce que j'écoutais la télé, donc je voyais des trucs arriver, mais c'était pas encouragé, c'était pas valorisé. J'ai jamais été voir un spectacle d'humour de toute mon enfance. Ok. Rien. Le truc la plus comique que je voyais quand j'étais petit, par exemple, c'était des pièces de théâtre de répertoire, genre Molière, Marivaux. En sortant, c'est de la merde, là, c'est chiant, là. C'est bien, on va en parler aussi de ça, Oui. mais Mais c'était pas, on peut pas dire que j'ai une culture humoristique. c'est sûr que si Molière te fait rire à 15 ans, quand tu découvres Dave Chappelle, tu dois péter les plombs, quoi. Ah ouais, non, mais là, non, c'était fini, là. Ouais, voilà. Mais puis en fait, j'ai fait le parcours vraiment classique de l'acteur de théâtre, tu vois. Donc toi, t'as fait une école d'art dramatique au début. Ouais, en fait, j'ai fait exactement l'équivalent québécois du conservatoire, comment ça s'appelle, Conservatoire national d'art supérieur de Paris, Ok. qui est comme l'école où Pierre Ninet, Louis Garrel et tout Ok. est allé. Mais donc à la base, t'avais quand même cette envie d'être acteur, enfin Oui. d'être dans l'artistique quand même. Ouais, de faire de la scène, en Ok, fait. C'était ça ok. qui m'attirait le plus. Mais oui, de jouer, j'avais une fibre artistique, disons, plutôt développée dès mon enfance. Et puis, et bref, ma carrière d'acteur, ça s'est pas bien passé. Puis avec le recul, plus j'y repense, tu vois, plus je réalise que finalement le théâtre, parce que je le réalise en allant dans les librairies ces temps-ci à Paris, je vois la section théâtre, puis avant, quand j'étais, mettons, programmé théâtre, je m'obligeais à aller acheter des livres de théâtre, puis là, on dirait que ça m'attirait pas, comme, il y avait pas la fibre où je vais avoir une pièce de théâtre, je sais que je vais un peu me faire chier, puis un spectacle d'humour, il y a zéro chance que je me fasse chier. Même si c'est mauvais, je vais toujours être fasciné. Les livres qui m'attirent, c'est des livres d'humour, tu sais, puis ça a toujours été ça. Le théâtre, c'était comme un peu forcé, je comprenais pas trop comment Forcé travailler. par toi intérieurement ou forcé par tes parents? Je dirais forcé par moi, parce que c'est comme si l'humour, ça existait pas, en fait. Je savais pas que ça existait. Je veux dire, dans les faits, je savais que ça existait. Oui, bien sûr, je vois ce que tu veux dire. Mais c'était pas une option, c'était... donc puis à un moment donné, j'ai commencé à juste écrire des monologues comiques, très, très sketch, genre on te demande qu'à en rire, on va dire. Et là, il y a comme une vraie réception. En fait, ça s'est passé en 2 temps. C'est que d'abord, j'ai fait ce sketch-là, basé sur un mensonge, parce qu'en sortant du conservatoire, j'avais à peu près pas de contrat, puis le seul gars qui m'en a offert un, c'est un gars qui m'a vu faire un discours, puis il a dit « Ouais, il paraît que t'écris des affaires, toi. » Puis j'étais « Ah ouais. » Il dit « Ben, envoie-moi un texte, j'ai une soirée
On appelait ça théâtre tout court, qui est comme des courtes pièces. Ok. Il dit, ben envoie-moi ça, puis on verra si je vais te programmer. Il dit, t'en as beaucoup? Je fais, plein. Il y en avait 0. Et ce qui s'est passé, c'est que dans la nuit, j'ai écrit un truc qui est comme... Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est quasiment une épiphanie où c'est vraiment arrivé... Ah si, non mais ok, c'est intéressant, ouais. C'est vraiment arrivé tout seul au bout de la fatigue, en fait. Je voulais tellement travailler, je voulais tellement être dans le spectacle parce que j'avais tellement rien que j'ai écrit des trucs qui étaient archi nuls. Puis à un moment donné, fatigué, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pensé à juste un gars du style Love Story, tu vois. Ouais. Un mec de la télé-réalité. Ouais. Qui écrit une lettre d'amour à sa blonde. Ok. Puis qui la lit, genre, dans le confessionnal. C'est juste ça. Puis c'est parti juste d'une... Tu sais, il portait tout le temps des casquettes dégueulasses, Ed Hardy, tu vois. Puis c'est juste parti de... Ça me tente de porter une casquette Ed Hardy sur scène, mais qu'est-ce que j'ai le goût de dire avec ça? Puis là, j'ai écrit une lettre d'amour. Ça a vraiment marché à la dite soirée. Okay. Et là, j'ai écrit une suite. Et l'été suivant, ou à peu près, il y a eu le festival ZooFest, qui est comme un peu le off festival Juste pour rire, beaucoup plus axé sur la relève. Puis là, on est directement dans le cœur de l'humour, puis dans le milieu de l'humour. C'était mon premier contact, non seulement avec l'humour, mais pratiquement avec le milieu de l'humour. Ouais. Puis je sais pas pourquoi, mais dès le premier soir, juste dans l'espèce de bar du festival, j'ai senti que j'étais vraiment plus à ma place. T'étais à ta place, ouais. Qu'avec les gens de théâtre. Puis je me souviens que les gens de théâtre, parce qu'il a repris le concept du théâtre tout court au ZooFest, en fait. Puis après les représentations, tout le monde était comme on va pas aller là-bas avec les humoristes, on va aller au bar. Moi, j'étais non, moi je vais aller avec les humoristes, ça m'intéresse ces gens-là. Puis en parlant avec eux, en voyant qu'il y avait un côté très street à l'humour, moi c'est ça que j'aime de l'humour, c'est qu'il y a un côté vraiment street, il y a un côté on te juge pour ce que tu fais. Tu vas être respecté à cause de ce que tu fais. T'as beau avoir une réputation qui te précède, si t'es pas drôle, puis on va te respecter pour les rires que tu provoques. C'est vrai. Puis en théâtre, t'as pas ça. Il n'y a pas de piston dans l'humour, ouais. Tu peux pas te faire pistonner, ouais, c'est vrai. Tu peux te faire pistonner une fois, deux. Non, mais ça marche pas si t'es pas drôle. Sinon, les gens ils vont pas te réinviter. Fait qu'il y a un truc comme ça, puis comme je connaissais pas, là, j'ai commencé à bouffer de l'humour, mais en malade. Ouais. Mais vraiment, vraiment à lire, à écouter tout ce qui se faisait, Québec, France, États-Unis. Puis c'est ça, là, j'ai pété un câble, là, comme tu dis, là, ça a été la découverte, mais d'un truc immense. Puis je me suis inscrit à l'école de l'humour. Et là, mais en fait, je voulais apprendre ce métier-là. Mm-hmm. Parce qu'au Québec, l'école de l'humour, je sais qu'en France, c'est un peu méprisé, l'idée d'une école de l'humour. C'est pas méprisé, c'est qu'il n'y en a pas de bonnes. Moi, peut-être. Hein? Non, mais il n'y en a pas de bonnes. C'est-à-dire que, pareil, j'ai eu un peu le même pétage de plomb dans un autre contexte de « Ok, je découvre le stand-up et c'est un truc de malade pour moi. » Mais en fait, en France, tu as beaucoup de scènes ouvertes au début, donc tu peux beaucoup jouer, mais tu n'as pas un endroit qui... Tu vois, Robin m'a un peu parlé de l'École nationale de l'humour et il m'a dit effectivement que c'est pas... c'est une question d'état d'esprit aussi, on t'apprend à être en phase avec toi-même, on t'apprend plein de choses qui sont importantes pour le stand-up. Mm-hmm. En France, nous aujourd'hui, les peu d'écoles qu'il y a, c'est des écoles qui te disent écris-moi 5 minutes pour la semaine prochaine, et puis après le prof il te dit les vannes qui vont pas, il te laisse pas réfléchir à tes vannes, enfin c'est un peu difficile. Ouais, ben c'est ça. Tu vois, l'école de l'humour, je sais pas si... j'ai écouté le podcast avec Roman. D'ailleurs, on s'est connus à l'école de l'humour. Okay. On s'est côtoyés pendant 1 an là-bas. Puis... l'école de l'humour, en fait, c'est non seulement une école qui va t'apprendre à écrire, puis qui va t'apprendre les procédés humoristiques, qui va t'apprendre comment écrire une chronique à la télé, comment écrire une chronique dans les médias écrits, qui va t'apprendre à comment jouer sur scène, composer un numéro, travailler un numéro. Il y a toute cette portion-là. Mais en plus, l'école, il y a des petits cours de jeu très sommaires, mais quand même, pour t'apprendre à jouer, elle va t'apprendre aussi le montage vidéo, filmé. Ouais, OK. Il y a même un cours de réseaux sociaux, il y a un cours d'histoire de l'humour. OK. Créativité, comment avoir des idées, comment gérer un brainstorm. Dans les cours de l'histoire de l'humour, c'est quoi la fresque chronologique, enfin les points importants? Et là,
En Je fait, veux dire, ça redescend depuis la nuit des temps ou est-ce que c'est George Carlin qui. Tu vois ce que je veux dire? pour vrai, ça commence avec l'humour américain. C'est très américain. Oui, voilà, là. c'est ça. C'est le stand-up, ça commence avec les années 50, Lenny Bruce, etc. Quoi. Ouais, on n'a pas parlé de Molière ou à peu près pas. Ok. Sauf tu sais, pour faire un clin d'œil là, que ça existait, mais Ok. tu vois, on n'a pas parlé de Plaute, on n'a pas parlé Ok. de Aristophane, tout ça, on n'a pas du tout parlé de ça. Donc on a commencé à peu près avec les États-Unis, et là est arrivé le Québec et Ok. la France, mais la France ça a été très longtemps très différent de l'humour. Mais à toi qui arrives là, qui a fait 3 séjours en France, t'en penses quoi de la scène stand-up française par rapport au Canada? Sans faire de comparaison, c'est pas pour non. dire qui est mieux, qui est moins bien, mais quelles sont les différences notables que t'as eues et qu'est-ce que t'as aimé ici, quoi, par exemple? Ben, il y a deux choses que j'en parlais justement il y a pas longtemps avec mon amoureuse. La première fois que je suis venu, c'est-à-dire en 2016, je regardais les humoristes, puis j'étais comme, OK, c'est nouveau ici, clairement. Mais d'après moi, dans peut-être 6 ans, 7 ans, les humoristes français vont être au niveau du Québec. Puis là, l'année suivante, je reviens, oups, ça a évolué. Puis là, cette année, ça évolue. Ça évolue ultra rapidement, si bien que moi, je pense que dans... on s'entend, il va toujours avoir des mauvais humoristes puis des excellents qui vont... Mais globalement, là, je pense que le calibre des humoristes, dans peut-être 3 ans, va être du calibre des Québécois. Ok. Parce que je regarde un gars qui a commencé... À un moment donné, j'étais sur une soirée, je vois un gars, ça fait 6 mois qu'il fait de l'humour. Évidemment, c'est maladroit, il y a des trucs, bon... Mais je regardais, je me disais, 6 mois pour 6 mois, là, 6 mois France, 6 mois Québec, le gars de 6 mois est en avance sur le gars de 6 mois au Québec, c'est déjà. Donc, il y a ça, puis pas juste, c'est que quand je suis arrivé ici, il y avait peut-être le Paname, il y avait le Café Oscar, il y avait une moins grande variété, je trouve, de plateaux. Là, j'en fais plein à tous les soirs, je rencontre plein de gens. Il y a vraiment une effervescence, mais surtout... Le public est de plus en plus à l'aise avec le concept même du stand-up. C'est ça, ouais, il commence à savoir ce que c'est. Ouais, vraiment. Puis ça, c'est pour ça que moi je dis aux journaux qui m'ont demandé qu'est-ce que je venais foutre en France, en fait. Je dis tout le temps que, en fait, la France, pour moi, c'est le marché d'avenir du Québec et vice-versa. Mais je pense que la France, c'est plus le marché d'avenir du Québec que le contraire parce que, en ce moment, au Québec, on a l'impression d'être... moi, j'ai l'impression qu'on participe à... non, excuse-moi. En fait, au Québec, j'ai l'impression que je profite d'un système... Ben, pas profiter dans le sens de... Ouais. Mais je bénéficie d'un système qui a été créé il y a très longtemps. Ouais. Puis je m'inscris dans le système, alors que ici, j'ai l'impression que les gens participent à la construction. Il y a de ça. Il y a une effervescence, puis ça n'existe pas, ce qui se passe. Ça n'existait pas il y a 10 ans. Donc là, tout est nouveau, tout est à apprendre. Moi, je trouve ça vraiment... je trouve ça beau, puis je trouve ça motivant, en fait. Moi, ça me motive, puis ça me donne le goût de participer. Je sais pas comment, mais... En venant là et en jouant au One More, les gens, ils ont adoré ton passage. J'ai même un pote qui m'a dit, quand je lui ai dit que tu venais au podcast, il m'a dit de te remercier pour ton passage de jeudi. Ben non, mais tant mieux, parce que j'ai vraiment passé une belle soirée en plus. Mais c'était... ouais, non, je veux venir parce que je veux... Je sais pas, on dirait que alors que la plupart des humoristes québécois, peut-être, viennent ici pour conquérir, un peu comme Rachid et tout. Moi, c'est pas du tout ça. Moi, je veux juste m'intégrer. Je veux vraiment pas tant conquérir. Moi, il y a rien que j'aime plus dans la vie que le soir... Ben, en fait, non, j'aime être avec mon amoureuse, mais mettons, à part être avec mon amoureuse, il y a rien que j'aime plus dans la vie que d'être le soir, le moment où tu rentres dans le bar, tu vas dans l'espèce de loge, l'espace réservé, tu rencontres les gars ou les filles, puis là, t'es avec tes amis humoristes, tu fais ton numéro, ça va ou pas, peu importe, tu reviens, mais c'est toujours mieux quand ça va bien. Ouais. Puis tu restes avec eux, puis après, on retourne à la maison. C'est cette espèce de bulle de 3-4 heures dans ta journée. Il n'y a rien que j'aime plus que ça. Bah, moi aussi. C'est dingue. Hein. Tu vois, par exemple, là, hier, j'ai eu peur, d'ailleurs, pour ce podcast, d'être de très mauvaise humeur parce que j'ai fait un très mauvais passage hier. C'était où? C'était à Boulogne-Billancourt. J'ai pas été bon du tout et vraiment... tu vois, il y a un peu de brouhaha et tout. Et en fait, si tu veux, j'ai fait un truc de merde que faut plus que je fasse maintenant après 2 ans de stand-up. Mais au bout de 45 secondes, je me suis fermé. En fait, j'ai fait mon sketch en pilotage automatique. Ouais. En mode, ok, tant pis, je vais fermer 8 minutes. Mais je l'ai fait sans... c'est moi qui ai pas vendu le truc, quoi. Enfin, sans interagir avec la situation. Jamais. Ouais, et puis même en me fermant un peu, tu vois, on sent que...
Enfin, j'ai pas fait mon passage comme quelqu'un qui était heureux d'être là. Enfin, c'est moi je dis jamais que c'est la faute du public en général. Donc, mais tu vois, j'ai pas donné ce qu'il fallait. Et c'est vrai qu'il y a ce truc de tu sors de ces mauvais passages. J'étais en deuxième, il y avait encore 4 personnes à passer. Et c'est vrai que tu vas sur la terrasse, tu trouves une clope, tu fumes un peu une clope. Et puis là, t'es un peu mal. Et puis en fait, t'avais Ghislain Blic qui était là, qui a fait le passage avec moi, qui est venu me voir, qui a fumé une clope avec moi. En fait, on a rigolé après. Puis au final, on est rentrés ensemble, on a parlé. Et puis au final, tu rentres et ça va mieux parce qu'effectivement, il y a cette atmosphère d'humoriste où il y a que lui qui peut savoir ce que c'est que de faire 2 heures de métro aller-retour, jouer 8 minutes qui se passent mal. Prendre un petit chapeau, rentrer à 11h, prendre un McDo parce qu'il n'y a plus un ouvert, t'as ton McDo tout seul à 11h30 chez toi après avoir fait un mauvais passage et 2 heures de métro. Ah, ça c'est fou. C'est dur, hein. Faut aimer ça. Hein. Ouais, mais c'est ça, c'est comme au Québec, je dis ça, c'est essayer de concevoir un métier où tu vas faire, nous on a les transports, on n'a pas les transports que vous avez, mais tu vas faire, tu sais, par exemple, Montréal-Québec, il y a des soirées à Québec. Montréal-Québec, c'est à peu près 2h30, 3h de voiture. Donc tu vas faire, on va dire, 5 heures de voiture pour 20 minutes de spectacle pour 125 $. Tu reviens, je veux dire, faut vraiment aimer ça. Ouais, faut aimer ça. Puis je trouve ça hallucinant parce que tu reconnais rapidement les gars puis les filles, ben, les humoristes qui sont prêts à vivre ça. Tu reconnais rapidement, ils font parce que c'est difficile quand même. D'une part, financièrement, veux pas, parce que c'est pas un métier très payant. Financièrement, socialement aussi. Ouais, au début. Puis ensuite, c'est un métier qui est vraiment exigeant parce que, bon, ok, mettons, t'as un bon 8, 10, 15 minutes. Oh, mais attends, là, il t'en faut 1 heure pour faire un spectacle, parce que c'est ça l'objectif, en tout cas, chez nous. Puis là, ok, tu fais ton spectacle, ça marche, tu pars en tournée. Ouais, mais attends, il en faut un deuxième. Fait qu'il y a tout le temps un côté, en plus, où tu peux jamais t'asseoir sur tes lauriers, tu peux jamais dire, ok, là, c'est bon, je sais pas, je suis un acteur, je décide de faire un film par année, c'est pas moi qui l'écris, je vais bien choisir. T'as pas ce côté-là en humour, tu peux pas l'avoir en fait. Et c'est pour ça qu'en France, il y a eu un petit blocage à un moment donné, c'est que nos humoristes français, ils se sont... en fait, ils sont entrés dans une mécanique où ils louaient la grande salle avant même d'avoir écrit une seule ligne de leur spectacle, quoi. Et on les voyait jamais dans les comédie clubs, et en fait, ils s'entraînaient pas, quoi. Et c'est comme un sportif de haut niveau qui s'entraîne pas, qui veut la médaille d'or au JO, quoi. Tu lui dis, c'est pas possible. Mais tu vois, nous, au Québec, ça a toujours été... je pense que ça, c'est très américain, comme c'est directement de l'héritage américain, c'est que moi, quand j'ai commencé, par exemple, j'allais dans les bars, puis ça, je dis pas que c'était fréquent, mais au moins une fois par mois, je voyais une vraie star du Québec. Un vrai numéro 1, 2, 3, disons, là, dans le top 5. Il y avait au moins une fois par mois un des gars du top 5 qui venait tester dans les bars, qui était sur la même programmation que moi. Fait que tu commences... Fait qu'il y a un côté... Premièrement, il y a 2 choses. Moi, je trouve qu'il y avait 3 choses par rapport à ça. C'est que, premièrement, ces gars-là, ceux qui font partie du top 5 en question, ben, ils sont pas là pour rien. C'est parce que, justement, ils sont pas numéro 1, ils sont devenus numéro 10. Ils restent au top parce que ils vont dans les bars, ils vont continuer d'aller... Moi, je compare beaucoup les plateaux à un gym, là, une salle de sport. Ouais, c'est ça, la salle de sport. Ouais. C'est vraiment... Moi, c'est ça, ma vision. Il y a la salle de sport, et pour moi, il y a aussi une mini-vision. Il y a la salle de sport, il y a aussi le truc, c'est ça t'aide, entre guillemets, à pas devenir ringard, mais ringard dans le sens, c'est que si t'es confronté que à ton public de gens qui te like, en fait, il suffit de leur donner à manger et c'est bon. Ouais. Alors que si devant un bar de gens qui t'attendent pas, c'est le moment où tu vois, oh merde, ça rigole plus. Ouais. Je suis pas à jour. Et ça te permet de te mettre à jour, quoi. Puis ça leur permet aussi de voir c'est qui les nouveaux talents, c'est quoi les nouvelles tendances en humour. Parce que, non, c'est ça que je voyais, moi. Puis, pardon. Non. Donc, pour l'humoriste, je pense que c'est ultra bénéfique parce que, justement, il va au gym, il voit les jeunes. Puis, tu sais, quand t'as un jeune qui te chauffe, c'est normal, tu sais, dans l'orgueil, tu veux être meilleur que lui. Quand aussi t'es devant un gars qui vient juste de cartonner, tu veux pas faire planter la soirée. Fait qu'il y a un côté aussi où tu vis pas ça quand tu fais ton propre spectacle dans une salle remplie. Exactement. Il y a ça. Ensuite, le public est ultra content parce qu'il a payé une dizaine de dollars peut-être pour voir une méga star que normalement il va payer 5 fois plus. Fait que déjà, ça attire des gens. Et troisièmement, c'est que même pour l'humoriste, moi qui étais là, quand j'ai une star qui est avec moi, je veux pas me planter, là. Fait que je sors ma meilleure livraison, mes meilleures blagues. Je suis au sommet de mon... Tu sais, j'essaie d'être au sommet de ce que je possède de mon art. Fait que ça fait juste, dans le fond, améliorer puis créer comme un système vraiment sain.
Puis je trouve que j'ai entendu dire que Gad Elmaleh commençait à faire ça. Il monte, ouais. En tout cas, si j'étais Gad Elmaleh, pour vrai, Ouais. j'y penserais parce que clairement l'avenir est ici pour moi. Tu sais, au Québec, il y a combien de spectacles en ce moment qui jouent des vrais spectacles, Non. des vrais one-man shows d'humour. En ce moment, au Québec, pour un marché de 8 millions d'habitants, disons 7,5 si on exclut les anglos, il y a 60 spectacles d'humour. Ok. Pour 7,5 c'est millions. dingue. C'est vraiment beaucoup. Ouais. Donc, la France qui commence à comprendre le stand-up, qui commence à apprécier le stand-up, qui commence à avoir une vraie scène de stand-up bien organisée avec une qualité, mais je peux pas croire que l'humoriste québécois qui peut s'exporter va pas au moins réfléchir à faire comme... Tu l'as déjà joué ton spectacle à Paris? Ouais, je l'ai joué 3 dates au point-virgule. Ok, c'est bien passé? Ouais, vraiment. Alors déjà, ton spectacle, pour revenir sur toi plutôt que sur le stand-up en général, ton spectacle s'appelait Hélas, ceci n'est qu'un spectacle d'humour. Ouais, exactement. C'est quand même drôle, ça. Pourquoi ce titre? Justement, c'est un peu parce que moi, au début, je voulais être comédien, je voulais être acteur. Puis l'humour, c'est arrivé comme un accident. Puis mes parents ont vraiment... comme je te disais, mes parents, c'est vraiment des intellectuels, des trucs. Ils vivraient Rive-Gauche, quartier latin, mes parents, s'ils habitaient à Paris, tu vois. Puis, donc, ça a vraiment pas été super bien reçu. Ok, ah oui. Puis même par moi, il y a un genre de coming out de comme, là, maman, papa, je fais de l'humour, je suis désolé de vous l'apprendre, je déçois tout le monde, je le sais. Ok, il y a eu ça. Puis, ouais, il y a vraiment eu ça. Est-ce que l'humour est considéré comme un sous-genre, entre guillemets? Pour ma famille, oui. Pour ta famille. Au Québec, non. Oui, Puis surtout pas par moi, là, mais non, dans ma famille, un peu, ouais. Et là, maintenant, après 5 ans, là, ça va? Ils comprennent? Non seulement ils comprennent, mais ils m'encouragent vraiment. Puis tu vois, mon père qui dirige, en fait, qui est à l'Université de Montréal, qui donne des cours sur la critique, analyse théâtrale et dramaturgie contemporaine. Un truc, tu sais, comme... Je comprends même pas son cours. En fait, je sais c'est quoi, mais je suis pas capable de le décrire. Là, il va organiser un colloque sur l'humour. Okay. Il s'intéresse vraiment à donner une sorte d'académie de l'humour, à rendre l'humour académique. C'est cool, ça. Ouais, c'est vraiment... C'est quand même une petite fierté pour toi, du coup, parce que c'est toi qui les as amenés là, du coup. Oui, vraiment. Puis moi, je veux... moi, c'est ça, mon projet à long terme au Canada, à Montréal, c'est vraiment qu'il y ait une chaire de recherche sur l'humour, comme il y en a sur toutes les autres formes d'art. Ouais. Moi, j'espère qu'un jour, l'humour va entrer dans une sorte d'académie, pas dans le sens du côté castrateur, contraignant, mais juste dans le sens d'une discipline artistique étudiée. Moi, c'est ça mon rêve, parce que selon moi, ça mérite d'être étudié, l'humour. Non seulement ça mérite, mais en plus, ça se construit petit à petit. Enfin, je pense que ça va arriver comme tout, c'est-à-dire qu'il faut un peu de temps, parce que je pense que c'est très récent. Enfin, même si ça a toujours existé sous une certaine forme. Il y en a qui vont dire que La Fontaine ou Molière, encore une fois, c'était hilarant, mais non, mais tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai trouvé, ils sont bons, hein, ils savent écrire, mais Molière, il est bon, il est correct, il passe. Non, mais on s'est compris, quoi. Genre, mais du coup, effectivement, toi, du coup, là, tu t'es lancé de rien. Et il y a ce côté, là, t'en parles aussi. Il y a un acteur, enfin, Robin Williams, qui a, parce que entre guillemets, pourquoi je parle de Robin Williams, c'est parce que... C'est drôle que t'en parles, j'y pensais hier, justement, mais vas-y. Parce que t'as pas non plus complètement abandonné l'idée de faire des rôles dramatiques, quoi. C'est drôle que tu parles de Robin Williams, parce que ma carrière de rêve est complètement calquée sur Robin Williams. Non, je te dirais pas que ma vie puis ma destinée... Non, tranquille. Non, je vais y aller plus mollo, peut-être. On verra. Mais, je sais pas, mais bon. Mais non, il y a un truc... tu sais, Robin Williams, à un certain moment de sa carrière, vers la fin, s'il décidait de monter sur scène, faire du stand-up, personne ne se posait la question. S'il décidait de faire un truc vraiment dramatique, tout le monde acceptait le concept. S'il faisait une comédie... Je veux dire, il était rendu à un point dans sa carrière où il était tellement apprécié et tellement considéré qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, dramatique, comique, stand-up, film, n'importe quoi, impro, tout ce qu'il voulait. S'il avait voulu animer un late show, il l'aurait fait. Ouais, il l'aurait eu, oui. Ouais. Étonnamment, mes idoles d'humour, c'est même pas des humoristes. Il y a Chris Rock puis Dave Chappelle. Puis Dave Chappelle, il revient quand même souvent dans ton podcast. Ouais, quand même. Ouais, non, mais ça, c'est quand même un modèle, Dave Chappelle. Parce que Dave Chappelle, je trouve que contrairement à Chris Rock, qui est, pour moi, c'est mon numéro 1, Chris Rock, Dave Chappelle, il y a une intégrité que je trouve assez incroyable. Tu sais, il faut le faire, là. Encore une fois, c'est ma théorie comme Robin Williams, c'est-à-dire que quand t'es fort comme eux,
tu peux être toi-même à 100%, quoi. Ouais. C'est-à-dire que il en a rien à foutre parce qu'il sait à quel point il est drôle et il commence son dernier special comme ça en disant je vais arrêter parce que je suis trop fort pour vous les gars, tu vois, genre non, tu vois ce que je veux dire. Et Chris Rock est très fort aussi d'ailleurs, hein, genre je dis pas, je le mets pas sur en comparaison, mais Chris Rock mais Dave Chappelle il a ce truc que je sentais chez Robin Williams, que je change chez certains comiques, c'est ce côté de je sais parfaitement faire mon métier, je sais où je veux aller, j'ai déjà eu beaucoup de milestones dans ma carrière, je fais ce que je veux entre guillemets, tu vois, et j'aime beaucoup cet état d'esprit aussi, ce côté de je peux aller avec un mec des Fujis parler pendant 3 heures au micro et j'en ai rien à foutre, quoi, c'est marrant. Puis tu sais, laisser le Chappelle Show puis 20 millions de dollars, bah ouais. parce que je suis pas à l'aise avec ça me fait paniquer. Moi, je trouve ça vraiment impressionnant. Parce qu'en fait, pour rappeler l'histoire, ça, je crois que les gens savent pas, mais Dave Chappelle, il a fait 2 saisons de Chappelle Show. C'était un carton, là. Bah, ça marchait plus que. Enfin, il allait passer devant le Late Show de David Letterman en termes d'audience, je crois. Enfin, c'est un truc de malade. Et MTV, pour le sécuriser, lui propose 20 millions d'euros sur la prochaine saison. Et il accepte dans un premier temps. Et au moment de tourner le premier épisode de la saison 3, où est Dave ? Et en fait, il est parti en Afrique du Sud et il a lâché tout le monde et il en a plus rien à foutre. Et il dit je voulais pas de 20 millions d'euros. Et il se retrouve d'ailleurs chez Letterman 5-10 ans plus tard, où il parle de ça. Et il parle de comment ta femme a accepté le fait que tu aies repoussé 20 millions d'euros. Et là, il a une phrase que je trouve incroyable. Il dit non, mais j'avais déjà gagné 1 ou 2 millions. Mais c'est vrai que ma femme, elle me disait toujours cette phrase. La différence qu'il y a entre 2 millions d'euros et 20 millions d'euros, tu connais Dave, la différence entre 2 millions d'euros et 20 millions d'euros? Et Dave Letterman dit non. Et Dave Chappelle lui répond c'est 18 millions d'euros. Et c'est exactement ça, quoi. Il a refusé 20 millions d'euros, parce qu'il le sentait pas. Ouais, c'est mais ça. C'est important aussi. Mais c'est fou, ça, tu sais, je veux dire. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train d'écrire un truc sur le fait que l'argent, aujourd'hui, c'est, quoi qu'on dise, le moteur numéro 1 de tout le monde. T'as beau te définir comme étant romantique, t'as beau, etc. Je pense que la liberté occidentalisée en 2018 passe par un compte en banque qui va bien. Et c'est triste, hein. Moi, je dis pas que c'est bien, hein, mais... Ouais. Dis-moi. Mais moi, je trouve que chez les humoristes, l'argent, c'est un danger. Parce que moi, mon humoriste préféré s'appelle Sébastien Maniscalco. Je sais pas si tu le connais. Non. Pour moi, c'est un génie, ce gars-là. C'est un Italo-américain ultra cliché, mais tellement drôle. Puis il a sorti sa bio il y a pas longtemps qui s'appelle Stay Hungry, c'est-à-dire reste affamé. Rester affamé. Et c'est dans les deux sens du terme, c'est qu'il raconte que lui, comme il est italien, blablabla, il a tout le temps faim, il a tout le temps bouffé. Puis bon, ça c'est le côté un peu cliché du truc, mais c'est surtout par rapport à sa carrière. Il dit, à un moment donné, t'as l'impression d'être rendu à un point où t'as tout fait, puis t'as plus faim, parce que t'as de l'argent. Fait que si tu joues pas un soir ou deux, c'est pas très grave. Les gens t'admirent, tu sais que tu vas annoncer un spectacle, ça va être rempli. Fait qu'il y a comme un côté où tes standards de qualité non plus sont plus là. Fait que rester affamé, puis l'argent, je trouve que c'est un des rares domaines de l'humour où, pour vrai, c'est comme où ça... Tu vois souvent un côté où la carrière de l'humoriste est bonne. Tu sais, son stand-up est très bon jusqu'au moment où il devient très riche. C'est drôle, hein? Ouais, Adam Sandler, c'est ça. Jim Carrey, c'est ça. Il y en a pas mal, Ouais, puis il faut garder... faut garder la faim, il faut garder l'énergie. Et ceux d'ailleurs qui accèdent à la richesse et qui restent bons, c'est ceux qui ont accédé à la richesse après 15-20 ans en fait. Les Bill Burr, les Louis C.K., etc. Exactement. C'est des gens qui ont attendu 15-20 ans pour percer et qui savent. Puis tu sais, quand ça arrive trop vite, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément Eddie Murphy, là, c'est un génie absolu. Il est terminé. SNL, il sauve le SNL et c'est fini, quoi. Puis il a fait deux spectacles, je veux dire. Mais on s'entend. Mais c'est vrai que l'argent, j'ai plus envie d'être riche du coup. Mais voilà, quand même pas. Tu m'as enlevé l'envie d'être riche. Non, c'est bien de pouvoir se payer un beau loyer, de vivre correctement, décemment. Mais moi, tu vois, l'argent que je fais au Québec, puis c'est pas parce que je suis riche, mais l'argent que je fais au Québec, une fois que j'ai payé mes factures et tout, moi, mon argent, c'est directement réinvesti dans mon métier, en fait. Direct comme... Là, venir à Paris, moi, je vois ça comme un investissement, ou en tout cas, je vois ça comme une réinjection dans mon métier. Fait que tout ce que je gagne, moi, c'est dans mon métier. Puis c'est ça, je pense, la différence entre... Quand on dit comment tu sais que... Les gens me disent comment tu sais que tu vis de ta passion, mais c'est parce que non seulement ma vie, quand je me lève le matin, ça sert à écrire des blagues. C'est ça ma vocation, finalement. Mais en plus, tout ce que je fais, tout ce que je gagne, je le remets là-dedans. Puis tout ce que je vis finit aussi par aller là-dedans parce qu'il m'arrive des aventures, je vais la raconter après sur scène. Fait qu'il y a comme un côté où
Mais clairement, c'est ça mon métier. Et c'est quoi ta routine de travail du coup quand tu dis que tu te lèves, t'écris c'est comment ça se passe? Tu te mets devant une table et avec un papier et t'écris ou... À Paris, elle est vraiment différente de Montréal, mais je peux te décrire à Paris. Paris, j'aime beaucoup ça parce qu'à Paris, j'ai toujours 6 heures d'avance sur Montréal. Ok. Donc, du moment du réveil, c'est-à-dire vers 6-7 heures jusqu'à... Tu te lèves tôt? 15 heures. Ouais, je suis un lève-tôt. 15 heures environ, j'ai ce segment-là de ma journée à moi tout seul. Là, de 15 heures à peut-être, je dirais, minuit, là, c'est un moment où j'interagis beaucoup avec le Québec. C'est-à-dire que là, c'est là où... Parce qu'il est 9 heures, il y a 6 heures de moins au Québec. Donc là, à Paris, de 15 heures à 23 heures, 20 minuit, je suis toujours axé sur mon ordinateur à envoyer des textes, des trucs comme ça. Quand je joue. Sinon, je vais dans les plateaux. Et je me couche le soir. Mais l'espèce de 6 heures... Je me couche le soir. Mais je me couche le soir, mais pas beaucoup, là, parce qu'après, je parle à ma copine jusqu'à 3-4 heures du matin. Fait que je dors à peu près 4 heures par nuit. Ah, tu dors pas beaucoup? Mais même au Québec, je dors à peu près... plus depuis que j'ai rencontré ma copine, mais avant, je dormais peut-être 4-5 heures par nuit max. Ah merde, ok. Ouais, mais je suis pas un... Je suis un lève-tôt puis je suis un couche-tard. C'est comme le pire des deux mondes. Puis au Québec, comment ça marche, c'est que c'est plus difficile, cette espèce d'apaisement cahier-crayon. Parce que le matin, quand je me lève, il faut souvent que j'aille à quelque part un truc, j'ai un engagement. T'écris au crayon déjà, t'écris pas à l'ordi? Non, j'écris au crayon. Ça dépend quoi. Okay. Mes blagues, je les écris au crayon. Ok. Puis les chroniques, les papiers, je les écris à l'ordi. Ok. Comme je sais pas pourquoi. Non, mais je comprends. Il y a un truc personnel avec... Il y a un truc sensuel avec le crayon que la blague, elle existe pour moi d'abord. Puis ensuite, je vais voir si elle va à l'ordi. Ouais, mais il faut qu'elle passe le cap de la main. Ouais. Puis la chronique, je m'en fous, ça appartient à tout le monde. Après ça, il y a comme... Je sais pas, mais... Je vois ce que tu veux dire. Puis comme c'est parler, la chronique, la blague, si déjà je me fais chier en l'écrivant, ça veut dire que déjà, il y a un problème. Fait que là, déjà, j'ai un premier contact avec l'efficacité. Mais oui, moi, c'est comme ça beaucoup que je travaille. Puis c'est drôle parce que j'en parlais avec Charlie Soignon. Puis je disais, on était tous les deux à la brasserie Barbès, la soirée de Guilhem, ça se peut? Ouais, le dimanche marrant, ouais. Ouais, dimanche marrant. Belle soirée d'ailleurs. Puis on était les deux avec nos cahiers en train d'écrire avant que la soirée commence. Puis on se regarde, puis on se regarde, puis elle me dit, toi aussi t'écris avant les spectacles. Je dis, ouais, moi c'est tout le temps. Ok. Mes meilleures affaires viennent 1 heure. Ce que j'ai le plus envie de tester, de casser, ça vient tout le temps dans le trajet entre chez moi puis la soirée. C'est tout le temps là que ça naît les blagues. Fait que j'arrive souvent sur scène, puis là je fais mon numéro, mais il va toujours avoir une portion de, je sais pas, 1 minute ou 2 qui a été écrite, il y a peut-être qui a été pensée il y a genre 1 demi-heure, mettons. Ok, c'est drôle. Puis ma façon d'écrire a beaucoup changé au début. Au début, tu vois, j'écrivais, puis ensuite je disais. Ça partait de la tête, ça allait sur le papier, puis ça allait à l'oral. Puis aujourd'hui, c'est comme l'inverse, c'est que ça va à l'oral, ça commence par l'oral, puis si ça marche, je vais l'écrire, puis je vais la travailler après ça, je vais la travailler. Ok. Mais c'est... Faut que tu lances la piste devant le public. Ouais. Il y a un côté impro que j'aime beaucoup, beaucoup avec l'humour. Ok, c'est intéressant. Vraiment, puis c'est là où les moments magiques naissent comme ça, tu vois. L'autre fois, j'étais à Pigalle, je pense, le truc où il y a le Moulin Rouge, là, la rue... Ouais. Au théâtre de 10 heures, puis je sais pas, j'ai juste commencé à délirer sur la rue, à dire que c'était un beau quartier, carnaval à ciel ouvert, c'est festif et tout, puis c'était plus drôle qu'en ce moment, là, mais je veux dire... Mais l'idée étant que je décrivais ce que je voyais comme un touriste, puis... Mais ça, c'était... Tu sais, c'est né, j'aurais jamais pu l'écrire, c'est juste que je le vivais depuis à peu près 1 demi-heure en marchant, puis je voyais des trucs, puis j'étais comme, mais voyons, c'est donc même bizarre, pourquoi? Tu sais, en fait, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que t'as des peep shows, finalement, des trucs où t'as des danseuses. Puis à Montréal, bon, je dis pas que c'est éthique, hein, mais à Montréal, la personne que tu mets dans la rue, c'est... Il va y avoir une danseuse dans la rue pour attirer les gars. Okay. Il y a comme un genre de côté démo, mannequin dans la vitrine qui fait « Oh, je vais avoir droit à ça, donc je vais... » Mais là, en France, c'est pas ça. Non, en France, il n'y a pas la fille, fait que je vais à l'aveugle. Puis c'est pas des gars qui invitent à l'assurance, disons. Non. Viens. Puis ils te courent après, puis ils t'agrippent quasiment, moindrement que t'as l'air un peu puceau comme moi. Ils t'agrippent, puis ils font viens. Puis là, non, je veux pas y aller. Puis j'étais comme, mais pourquoi vous mettez pas des filles un peu... Ben c'est ça, tu sais, c'est comme si McDo, mettons, il me mettait sa friteuse dans la vitrine à la place d'une photo d'hamburger.
Je peux deviner, mais je veux voir le résultat Ouais, c'est beau. avant de payer pour. T'as fait la comparaison de McDo sur scène? Ouais. Et ça a dû me défoncer, non? Oui, puis après, je parlais de Monoprix, que j'étais comme, pourquoi? Ça me fascine aussi. Les épiceries en France, il y a quelque chose qui me fascine avec les épiceries qui est comme vous donnez pas de sac, puisque c'est super écologique et tout, parfait. Mais moi, la première fois que j'étais pas... Les épiceries, je veux dire les supermarchés, en fait, il n'y a pas de sac. Fait que première fois que je vais faire mes courses, je suis là, puis j'attends le sac. Évidemment, il n'y a pas de sac. Mais je connais pas le code de « je veux un sac ». Là, la caissière me regarde. C'est rempli, là. La caissière me regarde, c'est rempli et pour finalement ma commande et dans la queue. La caissière me regarde, je la regarde, il y a un silence, là. Il y a une impossibilité en ce moment, là, devant nous. Puis là, elle me regarde, je la regarde. Elle me regarde, puis elle finit par dire, en dépit de tout, comme, vous voulez un sac? Puis je sais bien, d'après toi, mettons, comment, qu'est-ce que... C'est quoi, je vais aller jongler jusque chez moi avec les 88 items? Puis c'est ça, puis là, j'ai fait de la blague, je dis, c'est quoi, je te prends comme dans Fort Boyard, dans mes bras, puis je t'amène. Sors! Ouais, Puis non, j'ai juste commencé à délirer, puis ça, c'est drôle, parce que c'est arrivé comment ça s'appelle, à l'Underground, puis c'est la première fois en France où j'ai commencé à improviser comme je fais au Québec. Ok. Parce que quand je suis ici, je veux tellement bien rentrer, je veux tellement faire rire que je reste vraiment dans le texte. Puis... Mais là, c'était la première fois où j'ai commencé à un peu délirer. Puis comme je fais au Québec, puis j'étais tellement content. Ouais, c'est bien quand on arrive là. Moi, j'ai pas encore ce pouvoir de pouvoir improviser comme ça. Je suis encore très sur mon texte. Je te dirais que je le recommencerai pas quand même. Je me suis senti, c'était bon, le public était chaud, tout allait bien, mais ça va pas être un modus operandi pour moi ici. Ok, ça vraiment pas. Ok. Moi, il y a un autre truc que je voulais parler. Du coup, tu dis qu'il y avait des cours de réseaux sociaux dans l'École nationale de l'humour. Moi, ça me fait beaucoup rire quand tu commences chaque post Facebook par cher Facebook en tant qu'influenceur du web. Genre, c'est très très drôle. C'est-à-dire que chacun des posts, si vous allez sur le Facebook de Philippe Audrey de la rue Saint-Jacques, que je vous conseille d'aller voir tout de suite là. Genre chaque post commence par cher Facebook ou bonjour Facebook en tant qu'influenceur du web et après il y a le paragraphe. Ouais. Mais c'est parce que je trouve ça ridicule. Ouais, c'est très drôle. Bah oui, je comprends, j'avais compris le second degré, mais c'est côté influenceur et tout. Ouais. C'est parce que toi, du coup, tu fais ça. C'est une question qui revient souvent dans le podcast, mais ça m'intéresse parce que toi, tu fais ça du coup pour les raisons que je connais maintenant, enfin, et que j'avais deviné avant. T'aimes ça, tu bosses, t'as ce truc-là à fond, etc. Le fait qu'aujourd'hui, ça devienne aussi un jeu de réseaux sociaux, le monde dans lequel on est, comment toi tu le prends? Profondément, je déteste Facebook. Mais je détestais déjà Facebook avant, mais là... Puis là, maintenant, même, je dirais que c'est rendu quasiment éthique, là, pourquoi je déteste Facebook avec le dernier scandale. Mais je déteste profondément Facebook parce que pour moi, tu dilues, en fait, ton essence humoristique sur Facebook. C'est que tu es obligé de te créer un personnage équivalent à ce que tu es sur scène en version Facebook. Fait que déjà, je trouve que il y a quelque chose qui ne marchera pas. Puis ça, je le remarque au fil du temps. Je remarque que les gens qui sont extrêmement forts, les humoristes qui sont extrêmement forts en réseaux sociaux, en YouTube, en machin... Je sais où tu vas. Ils sont pas extrêmement forts sur scène, et vice-versa. Les gens qui sont extrêmement forts sur scène sont pas extrêmement forts en réseaux sociaux. Fait qu'il y a comme, on dirait, clairement une incompatibilité. Il faut quasiment choisir son camp. Au Québec, il y a un gars, moi, que je connais qui est fort dans les deux, qui s'appelle Julien Lacroix. Ouais. Lui, il est bon partout. Fait que, puis il cartonne à fond, Julien. Mais moi, c'est ça que je remarque. Fait que je me dis, moi, qu'est-ce que je veux le plus faire? Ah oui. C'est de la scène. Je m'investis beaucoup plus dans la scène. Sauf que le problème étant que Facebook, c'est un outil de com incroyable, de moins en moins à cause de l'algorithme, mais c'est un outil de com quand même nécessaire. C'est un outil de promotion. C'est un outil de peut-être création, si tu veux. Donc, c'est un mal nécessaire dans ma carrière. Mais j'ai vraiment hâte au jour où ça va plus être nécessaire. Ouais, tu pourras t'en passer, parce que je trouve que c'est une sorte de perte de temps. C'est horrible. À un moment donné, tu vois, pour le ZooFest, ils m'avaient donné le Snapchat. Ils m'ont dit, fais un takeover du Snapchat du ZooFest pendant la journée. Puis je suis zéro Snapchat, j'haïs ça. Puis non seulement j'haïs ça, mais je trouve que vos YouTubers sont pas comme nos YouTubers.
nos YouTubers, c'est comme les premiers YouTubers d'il y a 8 ans. C'est-à-dire que c'est du monde qui sont dans leur salon et font « Salut la gang, on a testé des crèmes » ou « Voici comment se mettre du mascara. » Tu sais, c'est vraiment nul. Là, c'est nul. Vous, au moins, il y a tout le temps... Il y a une proposition intéressante. Ouais, il y a une petite fiction. Il y a un gars que j'aime beaucoup qui s'appelle Indepanda, qui était d'ailleurs à la soirée. L'autre fois, j'étais super nerveux, mais qui fait des critiques vidéo. Puis même ces critiques vidéo, je trouve qu'il y a une petite fiction au début. Il y a vraiment un travail. YouTube est vraiment plus avancé ici que chez nous. Bref, tout ça pour dire que les gens qui font YouTube, ici, c'est bien, puis c'est un truc. Mais chez nous aussi, c'est que si tu veux investir, investis ça à fond. C'est juste ça, dans le fond, que je veux dire. Ouais. Puis Facebook, en fait, nous, c'est... Bref, ah oui, tout ça pour dire... Excuse-moi, tu vas pouvoir couper, Il n'y a pas de problème. L'Instagram, bref, je suis zéro ça. Et là, il me donne le Snapchat, puis je commence à rire des gens qui font ça au Québec, des pourris, c'est tout le temps des gars. En plus, c'est du monde qui savent pas parler. Comme « salut, si j'aurais, là, je serais là ici, te fait chaud. » C'est des imbéciles, littéralement, qui racontent « Salut tout le monde, hey, je suis au magasin, je m'achète du maquillage, salut. » Puis là, tu sais, comme... Pourquoi je vois ça? Pourquoi tu viens de me voler 15 secondes de ma vie? C'est ouf, hein? Puis j'ai commencé à rire de ça, puis le Snapchat a vraiment, vraiment marché parce que c'était une parodie. OK. Puis, je sais pas, je faisais, tu sais, un genre de unboxing, mais c'était des livres de Foucault puis de Cioran, puis j'étais comme « Wow, tout le monde, regardez ce que j'ai reçu! » Surveiller et punir! L'histoire de la sexualité! Yes! Je sais qu'est-ce que je fais à soir! Puis... T'as lu des aphorismes de Cioran dans le Snapchat du ZooFest? Ouais, j'ai fait ça. Mais là, mon prochain coup de com' sur ma page Facebook pour vendre mes billets pour mon spectacle, c'est faire un Facebook Live marathon de poésie. Je vais lire des poèmes jusqu'à temps que je vende au moins 10% de ma salle. Ah, c'est trop drôle de 4 heures s'il faut, je vais juste lire des poèmes. Puis... c'est drôle, ça. Puis ce qui s'est passé, c'est que là, tout le monde était comme « Fuck, man, faudrait vraiment que tu t'occupes de Facebook, puis tu devrais vraiment te lancer sur Snapchat, puis tout ça. » Puis j'étais comme « Ben oui, puis non. » Parce que oui, OK, ça a marché, mais j'ai passé ma journée complète à réfléchir, faire, concevoir, je sais pas, improviser, mais ma journée complète a été dédiée à cette affaire-là. Fait que si je décide d'agir de faire ça, je pourrais rien faire d'autre. Ouais. Puis ça va être nul après ce que je vais faire sur scène. Puis j'aime pas ça, j'aime vraiment pas ça. Puis j'avais la discussion avec un humoriste qui est québécois, qui est selon moi un extraordinaire humoriste qui s'appelle Simon Gouache. OK. Simon Gouache sur Internet, il est à peu près pas là. Il est très, très... Sauf que il est assez connu au Québec. Il a fait un numéro qui est devenu viral. Puis Simon, il y a peut-être, je sais pas, on va dire 12 000 fans sur sa page. Mettons 9 000, pas beaucoup. Puis t'as des gars beaucoup plus jeunes que lui qui ont, je sais pas, 100 quelques mille. Puis tu sais, il dit... Simon, il fait la première partie de Louis-José, que comme je disais, c'est la star au Québec. C'est l'équivalent du... En termes de notoriété, peut-être Florence Foresti ici. OK. À un moment donné, je parlais avec Simon, puis je disais justement, toi Facebook, comment tu gères ça? Parce que j'aime beaucoup son approche de Facebook qui est « je m'en occupe pas ». Ouais. J'étais comme, comment tu gères ça? Puis il dit, ben, moi, je suis parti du principe que, par exemple, je fais la première partie de Louis-José. Louis-José, il vend 300 000 billets. Il y a 300 000 personnes qui m'ont vu. Je fais un peu de télé. Fait qu'il dit, c'est sûr que j'ai peut-être 9 000 fans ou 12 000 fans, mais il y a des centaines de milliers de personnes qui savent qu'est-ce que je fais ou qui je suis. Ouais. Versus, il dit l'autre, qui a 120 000 fans, il y a juste 120 000 fans qui savent ce qu'il fait. Puis dis-moi, encore, ils savent même pas tous parce que c'est des likes, ça scroll, ça like, tu sais, exactement. Même pas, quoi. Donc il y a un côté que, il dit, moi, je préfère ma tactique qui est va sur scène. C'est même pas une tactique, hein, c'est ça, c'est le travail. C'est-à-dire qu'en plus, ça t'empêche de bosser, comme tu dis, c'est que créativement, ça te prend la tête, en fait. Ben oui. Puis moi, c'est un peu ça ma tactique. Tu sais, il m'a dit, tu sais, toi, t'as la chance d'être dans une émission de télé, t'as la chance de faire des chroniques. Il dit, Facebook, fais-le pour ta promo, nourris-le un peu, parce qu'à un moment donné, c'est sûr que les gens, ils s'attendent à quelque chose peut-être. Mais il y a aussi le fait que Facebook, puis c'est là où moi je trouve que ça m'a beaucoup marqué l'ère du vide, c'est que Facebook, on est dans la quintessence de l'ère du vide, là, on est dans la société du spectacle. Mais il y a quelque chose de... C'est vrai que c'est le vide absolu, quoi. C'est les vidéos le fait que 80% des vidéos soient vues sans son avec les sous-titres, c'est quand même un très mauvais signe. Déjà, là tu vois toutes les espèces de clickbait aussi de « Hey, clique là-dessus si jamais tu veux savoir quel personnage d'Harry Potter tu serais » ou...
là, t'as ça. Là, t'as les recettes tasty ou je sais pas quoi du gars qui va faire un miracle, un 3 étoiles Michelin avec 2 ingrédients de merde. Là, après, t'as entre le gars aussi qui va faire comme ben c'est ça, j'ai perdu mon chien, alerte à tous. L'autre qui va faire bye bye papy, je m'ennuyais de toi. Puis là, à un moment donné, quelqu'un qui va transmettre, tu sais, je veux dire, t'as une bonne blague ou un bon article, t'as à peu près 80% de cochonneries qui m'intéressent pas. Ben oui. Mais là, je veux pas dire que la mort de papy, je veux pas avoir l'air d'un sans-cœur, mais il y a quand même un côté où c'est du privé, on est sur un média social, public un peu ou semi-public. Ben, je sais pas. Puis, plus dangereux encore, c'est que si au moins ça servait à faire des blagues, si au moins ça servait à faire des blagues écrites, si au moins ça servait à promouvoir l'humour en tant que tel, non, ça sert à promouvoir ta personne, puis tu fais des blagues ou bien moyennes ou bien nulles à chier, pour vrai, 97% du temps. Ben moi, j'ai rarement vraiment ri sur Facebook. Mm-hmm. Ouais. Puis... une bonne chute de temps en temps quand même. Oui, c'est ça. Non, mais il y en a des bonnes blagues, il y a des bons vidéos, je dis pas mais globalement, en ce moment, si on allait scroller, il n'y aurait pas grand-chose. Non. Fait que moi, il y a ça aussi par rapport à cette histoire-là qui est comme ça. C'est une usine à merde à laquelle je veux pas nécessairement participer. Ouais, je comprends. Je veux pas rajouter une affaire qui va laisser indifférent. Si je fais quelque chose, je veux que ça marche. Mais là, c'est le problème de l'algorithme. C'est que moins que tu produis, moins ça va être vu. Tu sais, c'est un ouais, non, il se fout de ta gueule. Mais après, effectivement, c'est difficile parce que sans les réseaux sociaux, par exemple, le podcast, tu peux pas le promotionner. Non, enfin, exactement. Après, le but, c'est que les gens restent sur le podcast et qu'à terme, il y a assez de monde pour pouvoir dire allez, ciao, j'arrête les réseaux sociaux. Il y a assez de monde sur le podcast, mais c'est sûr que c'est difficile pour l'instant. Mais tu vois, moi, mes billets, ils se vendent beaucoup par Instagram, en fait. Ouais. Plus que par Instagram, Facebook. c'est un peu mieux, mais bon, ça appartient en c'est couille oui, aussi. puis ça appartient à Ça Facebook. appartient à Facebook, donc ça appartient en couille aussi. Ouais. Encore un ou deux sujets que je voulais aborder avec toi. Oui. La littérature, c'est un sujet. Du coup, là, t'as parlé de Suran, de Foucault. Tu lis beaucoup ? Ouais, vraiment. Ça fait partie de ta vie, quoi, la lecture. Je dirais que oui. Ben déjà, à cause du théâtre, je lisais beaucoup de pièces de théâtre. Ouais. Puis depuis que je fais de l'humour, je lis... C'est drôle parce que je lis moins de romans, mais je lis plus de livres, on va dire. Ouais, pareil. Enfin, moi, autant peut-être, mais moins de romans et plus, effectivement, d'essais ou de choses comme ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que ce qui m'intéresse avec l'humour, c'est un regard sur le monde différent. Ouais. Puis donc, non, c'est nécessaire pour moi. C'est quelque chose qui me nourrit puis qui m'aère. En fait, c'est les deux en même temps. Ok. Puis veux pas, quand je lis des romans, ben je lis pas non plus des trucs à la Stephen King. C'est pas que j'aime, c'est pas que c'est pas bon, c'est que moi ça m'intéresse pas. Je veux des gens qui ont un style, parce que moi ça me fascine l'écriture, ça me fascine le style. La stylistique, c'est quelque chose qui me fascine puis qui m'habite tout le temps. Avoir un style. Mon frère, je te disais tout à l'heure en off, avant que ça commence, en off, c'est vraiment une petite phrase de petit connard des radios. On n'était pas du tout en off, c'était juste avant quoi, avant qu'on enregistre quoi, en off, le mec quoi. J'ai pété les plombs. Ce que je disais juste avant, c'est que mon frère il est en doctorat littérature et ça t'intéresserait beaucoup de parler avec lui parce que justement il est en plein là-dedans en ce moment, il étudie vachement les systèmes, ce qu'il appelle les systèmes des écrivains, c'est-à-dire que chaque écrivain en fait c'est créer son propre système avec ses mots à lui, ses tournures de phrases, ses trucs comme ça, et qu'en fait il m'expliquait par A plus B avec le stand-up, c'était hyper intéressant comment chaque phrase en fait implique des choses non entendues, enfin qui sont, mais que en fait chaque phrase que tu dis implique des choses et te crée un paradigme, et en fait il m'expliquait par A plus B comment se passait le système d'écriture, et c'est vrai que c'est très 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 intéressant. Puis tu vois aussi que moi il y a un truc aussi où ça m'épate des fois, c'est que les gens ils lisent pas, tu vois, moi ça m'intéresse pas lire, mais tu vois, attends là, par exemple Victor Hugo, bon c'est sûr que Les Misérables c'est quand même je veux dire c'est long là, mais on va dire Madame Bovary ou Racine ou je sais pas, les Rimbaud, c'est des génies ces gars-là. C'est des vrais génies, là. C'est des génies absolus. T'as un contact direct avec le génie humain. Parce que moi, c'est ça aussi que je dis souvent quand on me demande pourquoi j'aime la littérature, c'est que ça, tu vois, ça c'est une phrase de connard aussi. Quand on me demande... Quand on me demande pourquoi je lis énormément... Je leur réponds, instruisez-vous. Ouais, moi je vais déménager aussi Saint-Germain-des-Prés, en tout cas quartier latin et tout. La famille la rue Saint-Jacques dans le 5e. Direct, café de flore, je regarde les gens. Mais non, mais l'idée étant que moi, la raison pour laquelle la lecture, c'est vraiment important, c'est que justement,
ces gars-là, ces gens-là, ce sont des génies. Je considère que c'est des vrais génies. C'est un rapport direct donc au génie. Parce que quand je vois les équations d'Einstein, quand je vois des équations de Stephen Hawking, OK, on m'explique que E égale MC2, c'est génial. Mais la vérité, c'est que je comprends pas Ça te parle pas, ouais. Non, je comprends pas comment me rendre là. Quand je vois un algorithme d'informatique de Windows, je sais pas pourquoi c'est génial. Et alors du coup, moi j'ai une question quand même, c'est que du coup il y a une espèce de reconnaissance du génie, puisque effectivement ce dont tu parles c'est des génies, je suis assez d'accord avec toi. Mais est-ce que justement dans notre époque moderne, il y en a des génies ? Ah, je pense que oui. Ouais, mais tu vois comment le définir ? Est-ce que Letterman c'est un génie ? Est-ce que... Oui, pour moi c'est un génie. En fait, pour moi le génie, c'est trois choses en fait. Voilà, ok. Alors la définition d'un génie. Ben, non, mais il y a trois choses. Philippe Audrey la rue Saint-Jacques. Ça va être attention connard alerte là. Mais non, il y a trois choses où quand je fais ça a l'air d'être ça, je pense que c'est un génie. Puis j'ai essayé d'appliquer cette grille-là à peu près à tous les domaines, autant sportifs que culturels qu'intellectuels. C'est quand, premièrement, tu crées quelque chose. Il y a une époque. En fait, tu es un jalon dans ton domaine. C'est quand il y a un avant, il y a un après toi. Bon, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est quand il y a une constance dans l'excellence. C'est vrai, c'est... Et tu rajoutes c'est marrant parce que je suis d'accord avec toi, mais tu rajoutes dans l'excellence après un petit silence. Et je crois que le mot constance se suffit à lui-même. Après, il faut l'excellence pour devenir un génie. Mais la constance, c'est un mot qui est oublié de notre époque et qui est important pour aller vers quelque chose au moins d'excellent, sinon génial, mais au moins d'excellent, quoi. Et on oublie souvent la constance. Ok, pardon, mais oui. Puis là, il y a l'excellence, donc la constance dans l'excellence. Puis la troisième chose, selon moi, qui distingue... parce que là, tu vois, étape par étape, tu fais, bon, là, t'es excellent, là, t'es très bon, là, t'es excellent, là, t'es peut-être marquant, mais là, tu vas être génial, là, que tu vas être au sommet du monde, c'est quand ça a l'air tellement facile, là. C'est comme naturel. Thomas Mann a écrit dans La mort à Venise une phrase qui pour moi résume le dernier point, et c'est le génie pour moi effectivement, il dit pour qu'une œuvre de haute intellectualité agisse immédiatement sur le grand public, il faut qu'il y ait une parenté entre le destin anonyme de l'auteur et le destin de sa génération. Et je pense qu'il y a ça, et ça c'est impalpable et tu peux pas le savoir, mais il y a un côté où Louis C.K. par exemple, quand il a explosé, c'est que c'était le papa de 40 ans divorcé qui a 2 enfants, et il a marqué une époque en fait, même au niveau de l'image, quoi. C'est quasiment symbolique entre guillemets, et je pense que Dave Chappelle à 23 ans, quand il arrive avec son énergie de mec de 23 ans, c'est pareil. En fait, il y a une espèce d'identification forte, mais qui est pas réfléchie, qui est intuitive et instinctive, quoi, et qui est assez forte, je trouve. Ben oui, c'est vraiment ça. C'est que tu deviens puis c'est là où tu sais, il y a des génies populaires, puis il y a des génies qui des fois sont moins reconnus, mais quand même c'est là où justement que là c'est formidable quand tu es capable d'avoir cette voix-là. Moi, c'est ça qui m'impressionne. Tu sais, par exemple, pour moi, je vais donner un exemple qui... Le fait d'être en France, ça me confronte beaucoup à mon rapport à la culture française, justement. Parce que j'ai toujours baigné dedans, mais j'ai toujours eu un peu en dilettante. C'est-à-dire que c'est à travers ma famille, à travers mon père, à travers mes voyages. Mais, tu sais, par exemple, Jamel Debbouze, pour moi, je sais pas... Non, pour moi, c'est quand même un génie, Jamel. De l'humour. Puis, il y a quelque chose avec Jamel, quand je repensais à ça, je revoyais ses vieux sketchs, puis j'étais comme... En tout cas, les sketchs qui m'ont fait aimer Jamel, j'étais comme... Faut quand même le faire qu'un gars qui a 12 ans de plus que moi, marocain, immigrant, ou en tout cas, il est immigrant ou fils d'immigrant? Mais en tout cas... Non, je crois qu'il est fils de première génération d'immigrés, mais il est né en France, il est né à Trappes, Jamel. Ah oui, ok, bon. Mais en tout cas, un fils d'immigrant, arabe, musulman, français, rien à voir avec ma vie au Québec... un peu bobo, intello, machin, montréalais. Et il touche. Il me touche, puis il me fait pleurer de rire. Puis il me fait pas pleurer de rire en faisant du courte-manche ou du Mr. Bean, c'est-à-dire avec l'espèce de la pantomime. Non, avec un propos qui parle des banlieues. Ça me fait, comme Dave Chappelle aussi, américain de Washington, ça me fait mourir de rire. Pourquoi? Mais ça, c'est quand justement, il y a un canal insoupçonné en nous qui a débloqué. Puis c'est là où les trois autres critères, selon moi, entrent en jeu, c'est que si tu es capable de vivre de
de bénéficier de ton génie, de ton vivant, c'est quand tu es capable de canaliser cette voix-là. Ouais. Parce que l'exemple ultime pour moi du génie, c'est c'est Michael Jordan, en fait. Bah, moi, c'est mon héros absolu. C'est le top. C'est le mec qui a rendu objectif le fait d'être numéro 1, quoi. Ouais. C'est hallucinant. Puis tu sais, tout le monde est là. Ouais, LeBron. Attends, Non, mais quand tu regardes la carrière de LeBron, il est tout le temps dans les meilleurs pointeurs. Et puis ça sert même à rien de comparer les carrières. C'est qu'il y a un truc en plus qui ne s'explique pas. C'est que c'est Michael Jordan et que je pourrais expliquer 50 faits. Moi, j'ai les 5 documentaires sur lui et les 5 plus gros matchs marquants dans un pack de DVD qu'un pote m'a offert un jour en me disant c'est important. Et je suis entré dans une espèce de recherche de ouf. Et ce mec-là, en fait, a juste cherché l'excellence toute sa vie, quoi. Fait, et... Puis tu le regardes jouer, puis ça a tellement l'air facile. Ah, c'est fou. C'est hallucinant, là. Il a l'air de... Larry Bird disait un truc sur lui. Il disait avec Magic Johnson et moi, on était les meilleurs sur le terrain. Et quand il est arrivé, en fait, c'est le meilleur dans les airs. Ah oui, c'est vrai. Je crois que c'est ça. Puis tu sais, les bons humoristes aussi, c'est ça que tu vois. C'est quand ils sont capables dans tu sais, Dave Chappelle, pour moi, c'est... Ou Bill Burr, il y a ça aussi. Bill Burr, il a ça. Il y a un côté, t'as l'impression que le gars, il est en train d'y penser en le disant. Il n'y a pas de travail. En fait, c'est quand t'as l'impression qu'il n'y a pas de travail. Que ça devient fort, ouais. Ouais, là, moi, c'est là où ça m'impressionne infiniment, ces gars-là. Je sais pas, ça vient avec le style, mais il y a quand même un truc qui fait en sorte que tu te dis, mais comment je regarde ça? Puis je fais, ben oui, je vais le faire. Parce qu'on a tous vécu, sûrement que tu l'as vécu aussi, tous mes amis humoristes, on a tous vécu le moment où on a écouté un DVD, genre on s'est tapé un Netflix, un truc, on a pété un câble, puis là on a fait comme, ah ouais, je vais aller faire ça ce soir. Ouais, non. Ou un truc un peu genre ultra inspiré, puis on se plante, mais royalement. Non, c'est très dur, ouais. C'est là que tu fais comme, oh boy, non, ça... La première phrase que j'ai dite en sortant de ma première scène de stand-up, c'était à mes parents que j'ai appelé, personne ne savait que j'allais faire ça, je les ai appelés, je leur ai dit, je viens de prendre le plus gros four, enfin, c'était horrible, mais j'ai envie d'y retourner. C'était la première phrase que j'ai dit, c'est horrible, mais j'ai envie d'y retourner. Ben c'est ça, hein, on disait au début, qu'est-ce qui fait que tu survis ou pas, au-delà, ça part de là. Quand tu te plantes, il n'y a rien qui fait plus mal que se planter, il n'y a rien qui fait plus mal. Quand tu arrives, puis là, tu fais une blague, puis tu mets tout ton cœur, puis aucune réaction, là. J'en parlais avec Roman justement dans le podcast, moi les phrases inspirationnelles d'Instagram ou choses comme ça, genre faut se planter 999 fois pour se relever 1000 ou je sais pas quoi. En fait, c'est des phrases que j'avais jamais vraiment comprises. Je les lisais, je faisais semblant de les comprendre, mais je les avais jamais comprises avant de faire ce que je fais en ce moment, quoi. Ouais, puis ben, tu vois, moi aussi un peu. Là, je comprends un peu ce qui se passe, quoi. Je sais ce que c'est que hier c'était horrible et là ce soir, là je vais jouer ce soir, je vais y aller avec le couteau entre les dents parce que comme ça s'est pas passé bien hier, là j'ai envie d'éclater, quoi. Et si ça se passe pas bien ce soir, bah ça sera la scène de demain, mais il y a un truc, tu vois, de. Ouais, il y a un côté que tu veux. Ouais, il y a un côté. T'as faim de ça, tu sais, il y a ça, là, puis. Il y a un orgueil aussi avec l'humour. Il y a un orgueil, ouais. Tout le temps. Les humoristes que je connais, moi, c'est des gens assez orgueilleux quand même. Toujours. Puis, ouais, non, je sais pas, on fait long, hein, quand même. Non, on fait un peu long, mais du coup, c'est pas très grave parce qu'il y en a qui durent longtemps. Farid, il a duré 1h45. Ah, quand même. Paul de Chavannes, il a duré 2 heures. Ok, non, j'avais peur. Je suis coupes, en fait, hein. Non, le but, c'est de parler. Mais par contre, non, mais on va bientôt couper. Ok. C'est qu'on parlait de génie et la transition est toute trouvée pour la conclusion qui est incroyable parce qu'un génie absolu, c'est la moitié. Enfin, il y a James Cameron, DiCaprio et Kate Winslet. le trio magique, comme j'aime l'appeler. Ben ouais. Parce que si tu veux, j'ai essayé de lancer le sujet Titanic avec 3-4 personnes dans le podcast déjà. Puis ça n'a pas marché. J'ai pas senti de prise de leur part. T'as trouvé ton homme, là. Et j'ai trouvé quelqu'un en face de moi qui apprécie ce film à sa juste valeur. Ah bah oui. Et du coup, j'aimerais, avant de m'épancher peut-être sur le sujet, en fait, moi, c'est un film que je regarde 3-4 fois par an. À peu près. C'est un film qui dure 3 heures, j'ai l'impression qu'il dure 1h20. Ouais. Pour moi, c'est déjà une histoire d'amour incroyable, mais surtout une prouesse de me faire passer 3 heures sans penser à autre chose et d'être à fond dedans et que ça se finisse et t'as pris une claque, quoi. C'est laquelle ta scène préférée? Bah... Ok, il y en a 2. Ouais, vas-y. Moi, la première scène, enfin ma scène préférée déjà, c'est quand DiCaprio, a le dîner dans la première classe. Exactement. Ça, c'est exceptionnel. Toute l'attitude qu'il peut avoir avec la nouvelle riche, les aristos, Kate Winslet, lui, toutes les énergies différentes qu'il peut y avoir dans ce dîner, j'ai trouvé incroyable. Mais après, la scène, pour moi, la scène culte, et c'est la scène qui m'arrache encore une larme après 20 visionnages. C'est plus la fin quand il tombe, mais la scène qui m'arrache toujours une larme, c'est quand Kate Winslet saute du canot pour retourner dans le Titanic. Parce qu'elle refuse de laisser DiCaprio tout seul dans le Titanic. Si tu sautes, je saute. Elle lui rappelle, si tu sautes, je saute, remember. Et si tu veux, ce moment où elle ressaute dans le Titanic,
Là, c'est un moment où ça fait 2h30 que je suis dans le film, et là, je fonds, quoi. Genre, c'est Mais dur. moi ça fait 20 ans qu'il est sorti le film. 1998, ça fait Ouais. exactement 20 ans, ouais. Je suis encore triste qu'il meure. Bah, 20 ans. Tu sais, on s'entend, je l'ai vu des centaines de fois. Je dis pas une centaine, je dis des centaines de fois. C'est une œuvre majeure dans ma vie, pour vrai. Ouais. La raison pour laquelle, par exemple, je suis toujours habillé en veston cravate, entre autres. Puis l'ADN de mon personnage sur scène, c'est que je pense toujours au Titanic. Pour vrai, je me dis, je veux que ce gars-là, quand on le voit arriver sur scène, on dirait... Un mec qui est embarqué dans le Titanic. Ouais, il pourrait être dans le Titanic, pas de problème. Parce que pour moi, la mythologie du Titanic est ultra intéressante aussi. L'idée que on domine la nature, là, un bateau insubmersible, première traversée, il coule, une catastrophe humaine incroyable. Juste ça, moi, je trouvais ça franchement intéressant. C'est vrai que j'avais déjà analysé ça comme ça inconsciemment, mais c'est vrai que c'est intéressant. Mais juste ça, je trouve ça wow. Tu sais, il y a comme, au-delà, il y a une morale dans cette histoire-là à la base. Là, en plus, rajoute, comme tu dis, des espèces de prouesses par rapport au film. En tout cas, non seulement des prouesses technologiques, parce que le film, c'est encore la route 20 ans plus tard. Ouais, quand même, les c'est ça, effets, même au ils niveau tiennent des effets, encore. tout, ça marche, ouais. Non, mais une finesse, puis une recherche, puis une excellence, justement, dans les décors, les costumes. Puis tu sais, James Cameron, c'est vraiment un geek, lui, quand il se lance un truc, il va à fond, il va aller chercher la photo que personne n'a jamais vue, mais qui va donner l'indice sur quelle sorte de poignée de porte c'était. Tu sais, c'est ce genre de gars-là. Je veux dire, c'est un chef-d'œuvre pour moi, ce film-là. Puis comme tu dis, c'est un film de 3 heures. Puis j'ai pas souvenir de... C'était une autre époque, ça fait 20 ans, mais j'ai pas souvenir, puis je sais pas comment c'était en France, mais j'ai pas souvenir de film depuis ce temps-là qu'on pouvait attendre une semaine parce que c'était blindé dans toutes les salles. Ah oui. Il y avait ça aussi, c'était vraiment c'était un tsunami. Tu l'as vu en 3D? Oui. Je l'ai vu en 3D qui est sorti. Bon, ça apportait pas grand-chose, mais non, moi, j'y suis allé. Mais moi, s'il ressort au cinéma, c'est assuré que je suis là. Oui. Je rate aucune réédition, je rate rien. Alors, c'est marrant parce que quand on regarde beaucoup Titanic, je pense que t'as vu la même chose que moi, mais par exemple, la chanson culte de Céline Dion, on l'entend jamais chanter dans le film. Non, t'as l'air être au générique. Ouais, on croit toujours que, mais en fait, ça part un peu, t'as les notes, mais en fait, tu l'entends jamais chanter, ce qui est frustrant quand tu t'en rends compte. Puis tu sais que Céline, elle voulait pas la chanter. Oui, elle voulait pas du tout la chanter. Non. Non, je sais. C'est une de ses plus grandes chansons. Ouais. Elle voulait pas la chanter. C'est René qui l'a obligé. Hein. Ouais. Ouais. Puis, mais non, Titanic, tu vois, pour moi, c'est un truc... Et alors, Titanic, un autre truc, 11 Oscars, je crois, sauf meilleur acteur, meilleure actrice. Ouais. DiCaprio même pas nominé. Ouais. Meilleur acteur, meilleure actrice cette année-là, c'est Helen Hunt et Jack Nicholson pour le pire et pour le meilleur. C'est un très bon film, mais Helen Hunt, enfin Jack Nicholson, donne-lui, c'est normal, c'est un génie, et puis son rôle dans pour le pire et pour le meilleur est incroyable. Helen Hunt, je la respecte, elle est très forte, mais donne-le à Kate quand même. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois, pour moi, genre à cette époque-là, je m'intéressais pas assez aux Oscars pour avoir fait une analyse comparative de tous les rôles, mais quand tu regardes leur carrière a posteriori, tu sais, pour vrai, c'était pas leur meilleur rôle. Pour moi, c'est pas leur meilleur rôle, mais c'est ouf d'ailleurs que DiCaprio soit sorti de ce rôle-là. Mais oui, mais as-tu vu la transition que ça a été... C'était ultra... Ben, c'était pas ultra dangereux parce qu'il y avait une Léomania qui d'ailleurs continue à m'habiter profondément dans le cœur. Moi, je le tag tout le temps sur Instagram. À chaque fois que je suis à une soirée ou quelque chose, je le tag pour dire comme « Yes, je suis là, Léo, viens me rejoindre. » Ou genre... Ton ami est là, ou dès qu'il vit un truc un peu bizarre, je lui écris pour dire « Écoute, je suis là, ton meilleur ami québécois, il est là. » Quand il vient à Montréal, je dis tout le temps « Il est sous mon aile. » Mais quand il vient à Montréal, puis je le sais qu'il est là, c'est pas une farce, je m'habille chic. Je ramasse les trucs dans la rue parce que je me dis « Je veux pas qu'on ait l'air d'une ville de sauvages. » Je veux qu'ils reviennent ici, tu sais. Ah putain. Puis non mais tu plantes des arbres sur son passage. Non, c'est ok. Je suis comme frustré si je vois quelqu'un. Mettons, je te dis pas que dans la vraie vie, dans la vie normale, je vais être un peu offensé si quelqu'un genre laisse traîner une bouteille. Mais quand Léo est en ville, oh là là, là je vais interpeller la personne. Ouais, je comprends. Il y a comme une couche d'agressivité de plus. Mais je l'ai vu en vrai une fois, moi.
Quoi? Ouais, au Grand Rex, il a fait la première T'es pas sérieux. La premie de comment le dernier film qu'il a fait. Le Revenant? Le Revenant, bah il a fait l'avant-première au Grand Rex et j'étais dans Tu la l'as salle. vu en vrai? Ouais, avec Iñárritu. Tu as-tu parlé? Bah non, j'étais très loin dans le Grand Rex. En fait, il y a un grand écran on voyait son arrivée, les gens commençaient à crier dès qu'on l'a vu arriver dans le truc et dès qu'il arrive dans la salle, c'est un truc de ouf, mais il a pas beaucoup parlé. Mais tu sais que moi, depuis 20 ans, je me pose la question, qu'est-ce qui va se passer le jour où je vais rencontrer Je me pose Leonardo? la même question avec Zidane et Je sais pas. Bah moi je pense que je m'évanouis si c'est Zidane et que ça sert à rien que je le vois du coup. Ah non, moi Léo, je sais que je vais être trop gêné pour lui dire je veux une photo avec toi, mais fondamentalement, je veux une photo avec lui. Ouais. Je connais tellement sa vie, sa carrière, que je veux pas y parler de sa vie, sa carrière, parce que je vais avoir l'air du roi, genre des stalkers, qui est comme ah ouais, en 98 quand t'as parlé, tu sais, comme tu veux pas ça. Puis en même temps, je sais pas, mais je veux. Tu vas lui rappeler un truc qu'il sait même pas sur sa vie. Exactement. Puis je veux. Non, je sais pas, en fait, mais c'est. En fait, j'ai une amie, Catherine, justement, celle, je te montrais la photo, là. Ouais. On est tous les deux fans de Titanic, tous les deux fans de Léo. Puis on a passé des soirées entières à essayer de se trouver un protocole d'action au cas où on rencontre Léo. Puis c'est sans issue. Moi, je vais aller avec le flow, mais il y a des grosses chances où j'ai l'air vraiment d'un imbécile. Ouais, il y a des chances, il y a des grandes chances, ouais. Puis que je fais je suis super Léo, lâche pas. Mais ouais, non, il y a des grandes chances. mais tu vois, pour moi, le plus grand rôle de Léo, c'est le Wolf of Wall Street, plus que le Revenant. Ouais. Moi, c'est son rôle, il était le plus en subtilité. C'est le rôle d'ailleurs qu'il a, enfin, il a imposé ce film à Scorsese. Hein, c'est lui qui l'a voulu, hein, ce film. Ah, mais il a voulu jouer John Belfort et je l'ai vu 3-4 fois ce film. Ouais. Et la deuxième ou troisième fois où je l'ai vu, j'ai pété un plomb parce que les premières fois j'avais kiffé, mais la troisième fois, je pense c'était. En fait, ce qui est dingue dans ce film, c'est que c'est comme Titanic, je pense, mais toutes les scènes sont incroyables en fait. Il n'y a pas une mauvaise scène quoi. Et Jonah Hill porte beaucoup le film aussi. Ouais. D'ailleurs, c'est Bradley Cooper qui dit ça, mais Jonah Hill il te fait quand même Moneyball avec Brad Pitt et il rend le film excellent. Il fait Wall Street avec DiCaprio et il rend le rôle excellent. C'est sûr que Jonah Hill c'est un très bon supporting actor, je pense, et tu peux vraiment t'amuser avec lui. Mais par contre, effectivement, ce rôle de John Belfort est incroyable. Ouais. Il le joue vraiment à la perfection. C'est la seule fois à peu près où il est comique. Ouais, c'est vrai. Parce que pour moi, un grand acteur, il sera jamais un grand acteur s'il est pas une fois comique. Ouais, c'est vrai. Puis avec les frères. Ou tu vois, De Niro, moi, un de mes rôles préférés de De Niro, c'est dans King of Comedy. Ouais, j'adore. Ouais, il est fort. C'est tellement un bon rôle. Ouais, il est fort. Le film est moins bon, mais le rôle est tellement bon. Mais oui, non, mais Titanic, pour en revenir à ça, tu vois, je suis pas frustré que Léo ait pas gagné son Oscar cette fois-là. Non, parce que c'est vrai, puis ça a été tellement dangereux à ce moment-là, la Léomania, parce que toutes les filles capotaient sur lui, littéralement. C'était vraiment le heartbreaker. Là, puis il a vraiment pris une pause, hein. Puis quand tu regardes sa filmographie, c'est incroyable parce que là, il y a sa pause, là, il fait The Beach avec Danny Boyle, qui est comme un truc vraiment limite indépendant, avec des acteurs que personne à l'époque, ou à peu près, enfin des acteurs français, on les connaissait pas, ou il y avait un truc comme, c'est un autre propos, un genre de, un peu bad boy, là, justement, qu'on fait, mais c'est pas le beau gars auquel on s'attendait, tu sais. Puis là, il y a une autre pause, où là, littéralement, il y a une rupture complète, où, tu sais, il s'est coupé les cheveux dans The Beach, il est quasiment nu, il fume des joints, il casse son image, et là, il arrive ensuite avec son autre film qui est Gangs of New York. C'est Scorsese qui vient le chercher, ouais, c'est ça aussi. Et là, c'est ça, il rentre dans son cycle avec Scorsese, puis là, il devient vraiment pas un méchant, mais un dur. Il devient un gars dangereux, souvent. Il devient un gars beaucoup plus troublé intérieurement que tous ses autres films auparavant, peut-être Roméo et Juliette, mais... Roméo et Juliette, c'est un très très bon film aussi. Hein. Oui, vraiment. Moi, c'est mon adaptation préférée de Roméo et Juliette jusqu'à présent. Avec, c'est ce film d'ailleurs qui m'a fait découvrir Radiohead et qui m'a rendu ouf de Radiohead. Enfin, c'est un film incroyable. Ouais. Ah, tu vois, moi, c'est Baz Luhrmann. Depuis ce temps-là, je le suis, mais... puis les chemises Dragon Ball aussi. Ça, j'en porte à tous les jours. Mais... non, donc, tu sais, puis là, tu regardes sa carrière, puis là, il devient plus dur. Il devient pas... Ses rôles après ça, quand tu regardes ça... c'est que tous ses rôles avant, ils sont toujours axés sur son faciès. Puis après Titanic, il n'y en a plus aucun. Ces personnages, ils pourraient être très laids. Ouais, parce que même Basketball Diaries, il est bien. Hein. Ben oui. Puis c'est un gars qui séduit les filles, il couche avec plein de filles et tout. Rimbaud, son truc, c'était une horreur totale, ce film-là. Je l'ai pas vu. Tu sais, il y a peut-être... Mais globalement, ses rôles, pendant toute une période, étaient axés sur sa beauté. Ouais. Puis après ça, il a fait des rôles juste pour le personnage. Souvent des gars très troublés,
des gars qui étaient complètement en contradiction avec tout ce qu'ils faisaient auparavant aussi, un peu. J'aimais... le seul rôle un peu de beau gars qu'il a fait, si on inclut, mettons, Wolf of Wall Street, mais c'est le personnage qui est comme ça. C'est Catch Me If You Can. Il joue un beau gars quand même. Il est bien, ce film. Mais non, Léo, sa carrière est assez hallucinante. Puis moi, je suis très content qu'il prenne une pause de 2 ans. Puis là, il dit... tu penses, là, son prochain film, il y a la pression. Là. Ben, oui. On veut tous savoir c'est quoi. Qu'est-ce qui va succéder à... On sait pas encore ce qu'il va jouer, là? Non, je suis assez abonné. Non, c'est pour ça je te fais confiance. Hein, j'allais pas remettre en cause ce que t'allais dire. Mais il est à chier sur les réseaux sociaux. Encore une fois, ça confirme ma théorie que les gens à chier sur les réseaux sociaux sont bons dans leur discipline. Mais il fait juste des trucs sur la Terre puis l'écologie, ce qui est très, très bien, tant mieux, là, mais non, il est très discret. Mais je connais des gens qui ont été à Safe Fight à Montréal. Puis... Une fête de Léo, ça doit être des boîtes. C'est des folles fêtes, là. C'est des trucs hallucinants. Premièrement, ça a été confirmé, reconfirmé. Quand t'arrives chez lui, ou en tout cas là où il tient la fête, t'as comme un vestiaire où t'as pas le choix de laisser ton cellulaire. Ouais. Puis... T'as comme des codes, t'as une série de codes, de trucs, tu te fais donner genre un release qu'il faut que tu signes, que tu t'engages. C'est comme le film de Seth Rogen avec leur fil, tu sais, The Night Before, là. Oui. C'est un peu ça. Ouais, exactement. Fait que, tu sais, c'est un truc, genre, c'est ultra compliqué, là, juste être ami avec lui. Puis, un jour, on ira à une soirée de Léo, je te le promets. Ben moi, je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être comme l'idée du roi mage, là, mais... Il y a comme un côté de moi qui est comme un jour, je sais qu'un jour je vais le rencontrer. Je sais pas comment, je sais pas où, je sais pas quand, mais je sais qu'un jour je vais le rencontrer. Tu vois, juste depuis que je suis à Paris, j'ai croisé dans la rue Ariel Dombal, Karine Viard, Virginie Efira, puis qui d'autre aussi que j'ai croisé hier dans le Marais. En tout cas, Ouais, tu croises des gens. Mais tu vois, ça m'est jamais arrivé à Paris. Là, c'est cette année où je rencontre des stars. Ouais, ben bientôt c'est Léo. Ouais, t'inquiète. Là, fait que je me dis c'est un signe. Léo s'en vient dans la liste, mais c'est la première fois que Leonardo DiCaprio et Ariel Dombal sont dans la même liste, mais c'est une liste intéressante. C'est une liste intéressante. Il y a un truc sur le Titanic, dernière question. Oui. On sait pas ce qui se passe en seconde classe du Titanic. Ça, je sais exactement pourquoi tu dis ça. Là. C'est un grand mystère pour moi. Ouais. Puis je me suis toujours demandé pourquoi. Puis quand tu lis les articles, James Cameron parle jamais de la deuxième classe. Pourquoi? Parce que moi, j'ai voulu en parler sur scène. Ouais. J'ai essayé et ça prend pas parce que les gens s'en foutent. Ouais. Mais déjà, vrai, ça doit être compliqué d'expliquer le concept qu'il y a 3 classes et tout. Ouais, mais ils connaissent le film. Ouais. Et tu vois, genre, on connaît un point. Et en fait, la seconde classe, au début. Enfin, tu connais les trains français? Ouais, oui. Il y a la seconde classe, la première classe. En fait, moi, le problème que j'avais, c'est que la seconde classe, c'était comme la première classe, sauf qu'il n'y avait pas de prise pour brancher son portable. Tu vois, genre, c'était. Tu vois? Ça te fait rire. Et les gens, ils rigolaient pas, ces bâtards. Mais. Tu vois, c'est marrant. Putain. Mais du coup, voilà, la seconde classe, c'est un des mystères de ma vie, je pense. Je pense que ça correspond à ma théorie que, bon ou mauvais, le médium, c'est jamais intéressant. Puis, je sais pas, je pense que ce qui nous intéresse, c'est tout le temps... Puis pense à n'importe quoi sur les réseaux sociaux. C'est tout le temps le gars, genre... qui va nous montrer sa richesse à outrance et tout, qui va ramasser des likes, ou l'imbécile absolu, mais... Le gars ordinaire, pourquoi Kylie Jenner a 8 millions, je sais pas combien de millions de fans? Tu veux dire. C'est parce qu'elle est dans la première classe de la ligue. Il y en a un qui a, on va pas rouvrir encore tout un truc, mais il y en a un qui sait parfaitement parler de la classe moyenne quand même. C'est quand même, enfin, il y a Will Ferrell qui fait ça très bien, quoi. Oui. Il prend des mecs normaux et il en fait un truc de génie, quoi. Oui, c'est ça, mais je pense que la classe... Mais tu vois, ça, c'est... Ouais. Mais le médium, c'est bien rare que ça... Puis encore là, Will Ferrell le fait, mais il devient une caricature, fait qu'il devient quelque chose d'au-dessus, tu sais, de quand même. Puis tous les sitcoms américains qui parlent de gens, tu sais, un peu comme Seinfeld. En fait, ce qui est drôle, moi, je pense que les sitcoms américains, ce qui fait en sorte qu'on accepte que, par exemple, Seinfeld vive dans un 3,5 ou un appart un peu dégueu, c'est parce qu'on sait que dans la vraie vie, Seinfeld est très, très riche. Puis on a le goût, on a l'impression de voir, c'était comme ça que ça se passait avant. Mais c'est quand même un peu en rapport des fois avec son argent. Puis la deuxième classe du Titanic, elle est sans histoire un peu, là. Il n'y a pas d'intérêt à regarder des gens être comme nous. On veut voir des gens en bas de nous ou au-dessus de nous. Ouais. Parce que moi, ça m'intéresse pas, là.
je veux pas un documentaire, je vais l'écouter. Il y avait peut-être une histoire magnifique dans cette seconde classe. Ouais, mais c'était pas assez parce que là, tu veux la notion Roméo et Juliette de l'amour impossible. Deuxième classe, il a juste à s'habiller un peu chicos puis il peut passer sans C'était ma deuxième question. Est-ce qu'il fume des cigares en faisant la ronde? Tiens, non, mais tiens, tiens, mais il faudrait que j'ai des fans de Titanic dans la salle, putain, à Marc. Je les ai invalidés ces vannes alors qu'elles sont bien, putain. Je vais les ressortir, bordel. Mais ouais, non, je sais pas. Mais moi, j'ai essayé des numéros sur Titanic, ça a jamais marché. Mais tu vois, on va faire marcher. Ok, objectif, la prochaine fois que tu reviens en France, ou la prochaine fois que je viens à Montréal, t'as un numéro sur Titanic et j'ai un numéro sur Titanic qui marche. Mais bonne chance, je te jure, c'est un film culte. Avec Catherine, justement, on avait pensé... quand je dis Catherine, c'est Catherine Levac. Vous irez voir ce qu'elle fait, c'est assez génial, justement, là. On a pensé faire un spectacle thématique Titanic. Ok. Puis on savait qu'il y aurait des gens dans la salle, on savait que ça marcherait, il y aurait un petit côté un peu buzz, genre thématique, mais jamais on aurait eu des blagues de qualité. Parce que ça aurait juste fini en faisant comme « Ouais, en tout cas, hein, je suis encore plus laid que la robe de Molly Brown. » Là, t'es comme « Non, ça sert à rien, cet humour-là. » Non, il faut trouver un 5 minutes. Ouais, ben moi j'ai déjà une de mes blagues préférées, je veux dire ma meilleure blague dans ce sens-là, c'est quand je dis que j'ai l'air d'un figurant dans Titanic. Ah, c'est drôle. C'est la seule façon que j'ai été capable c'est drôle. de l'inclure. Mais je te jure, des blagues, ben si t'es capable, dis-le moi parce que... Je t'en tiendrai au courant. Ben oui, je serais content. Je rêve de parler de Paris et de Titanic. Ça, c'est pas une farce, c'est mes deux sujets. Ouais, écoute, je suis pas encore capable de parler de Paris ni de Titanic. On va en parler en off. On va s'arrêter là. Merci beaucoup en tout cas d'avoir parlé avec moi, c'était cool. On va arrêter là. Hein. Bah oui. Putain, ouais, allez. Hop, ça va arrêter là. Bon, attention. Je crois